From somewhere in Paris City, in direct live with audience, it's Under Trois Soleil. Tonight with your host, Philippe Benamou, Miss Viviane Bensoussan, History Man Jean-Laurent Turbet, Non plus. Doc Marie-Pascal Schler, Non plus. Ghosty Boy Patrick Vidal, The Mistress Marie-Françoise Blanchet, The Pilgrim Jean-François Dossard, Yeah. Daniel Final Cut Lebras, Question Yann, and the great producer Gilles Le Technique. And now, here it is, Under Trois Soleil. Alors un peu d'histoire pour remettre les choses dans l'ordre. Et ben en fait tout a commencé il y a 5 ans. 5 ans, 2 frères de la Grande Loge de France, Jean-Laurent Turbet, malheureusement absent, et ce pour des raisons. Jean-Laurent Turbet et moi-même se désespéraient au bar écossais dans un glauque sous-sol de la rue Puteaux dans le 17e arrondissement de Paris. Ils se désespéraient car la radio à laquelle ils participaient, Radio DTC, Jean-Laurent comme animateur de l'émission Deux colonnes à la une et moi comme chroniqueur régulier, eh bien ils se désespéraient donc car l'émission avait disparu. Et cette émission avait disparu car le matériel audio avait été cramé par la petite chaîne de la plus célèbre du club très fermé de la franc-maçonnerie parisienne. Vous l'aurez reconnu, il s'agissait de Lily, la petite chaîne de Marie-Françoise Blanchet qui venait de pisser, pardon, pas Marie-Françoise, la chaîne qui venait de pisser donc sur la table de mixage de Radio DTC. Notre frère Rico, propriétaire de la dite radio, qui manque un peu d'humour, on va dire ça comme ça, vira donc toute l'équipe et voilà, il y a des frères peu compréhensifs. Alors l'émission disparue, Jean-Laurent et moi-même, nous étions malheureux car si nous commencions à être à l'aise avec l'animation, nous étions et nous sommes toujours de triple buse côté technique. Ah oui, c'est compliqué la technique, hein. Passer d'un son émis et capté par un micro, par plusieurs micros, faire le mixage, diffuser non pas sur des ondes mais sur Internet, relevait pour nous du miracle. Mais alors que nous évoquions des solutions alternatives à Radio DTC, des solutions aussi tordues comme nous associer à Radio Libertaire, et alors que nous arrosions notre incompétence dans un whisky trop tourbé pour Tourbet et trop mou pour Benamou, le miracle est apparu. Et il est apparu sous la forme d'un individu, d'un homme, d'un frère qui nous a dit entre deux gorgées « Hic, mais la radio, moi je sais faire, j'ai déjà mis en place des émissions et côté technique, je sais, je vais faire avec vous. » Le miracle s'appelait et s'appelle toujours Gilles Solière, surnommé ce soir-là Gilles le Miraculeux et plus modestement Gilles à la technique. C'était le 17 juin 2016, cher Gilles, et il y a des photos qui attestent, on voit nous trois devant le bar de la rue Puteaux. Tout à fait. C'était donc il y a à peu près juste 5 ans et Radio Delta naissait. Alors ensuite, je ne sais pas lequel de nous trois a tout de suite dit « il nous faut des femmes ». C'est moi. C'est certainement pas moi. Enfin bon, alors nous avons regardé... Comment sais-tu ça peut être Jean-Laurent en même temps. C'est vrai aussi, c'est vrai. Alors nous avons regardé autour de nous, Club écossais, rue Puteaux, Grande Loge de France, et nous nous sommes rendus compte que si nous voulions des femmes, il fallait sortir de la rue Puteaux et en passant par la rue des Dames, qui est juste au bout, aller traîner chez les sœurs pour trouver notre moitié d'humanité et faire de Radio Delta non pas une radio de la Grande Loge de France, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne sera jamais, mais une radio faite par des francs-maçons et des francs-maçonnes et destinée à tous. Marie-Françoise nous a rejoints. Nous avons installé les tables de mixage hors de portée des pipis de Lily. Nous fûmes rejoints ensuite très rapidement par Viviane Bensoussan et Marie-Pascal Schuller qui ont déserté la radio ce soir, honte sur elle. Puis sont venus Daniel à la caméra. Je rappelle que Daniel à la caméra est un homme qui filme, monte et diffuse sur Radio Delta Télé tous les reportages et les meilleurs moments de nos émissions. Il est en train de nous filmer, je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être terrible. Il y en a même qui ont mis un nœud pape ce soir en se disant je vais passer à la télé, ma maman va me voir, il faut que je mette un nœud pape à Jocelyn. Alors Daniel qui aussi à l'occasion se lance dans la réalisation et l'animation des émissions en tentant, et c'est pas facile, de calmer les bavards et de faire parler les discrets sans le poste. Et puis d'autres frères, ou non d'ailleurs, je pense à Jean-François, notre compagnon pèlerin, discret et efficace dans le montage, le démontage du matériel et le service de boissons à table. Morgane, mon putain de neveu, qui a mis ses compétences techniques au service de Radio Delta. Et bon anniversaire, Morgane. Ah oui, en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Morgane. Tu sais que tu nous écoutes pas, mais peu importe. Et d'ailleurs, ça m'a coûté une blinde au niveau cadeau de Noël et cadeau d'anniversaire. Putain, ouais.
Et puis, bien sûr, Igor, qui est présent, Yann, qu'on aimerait bien voir plus souvent, mais qui n'est pas là ce soir, et puis Ingrid, qui nous ont également rejoints. Alors puis après l'émission 1, 2, 3 Soleil, qui a été la première émission, qui est une émission en direct, parce qu'on tient en direct, et si on peut le faire, on essaye de faire du direct le plus possible à Radio Delta. Alors, on pourrait enregistrer comme d'autres un petit peu moins audacieux, par exemple Pierre de Touche, qui font des émissions enregistrées où quand les gens se plantent, on recommence. Mais c'est bien le direct parce que ça met une petite tension quand même. Hein. Mais bon, ça va venir. Pierre de Touche va passer en direct bientôt. Alors, il y a d'autres émissions qui sont venues remplir notre grille du programme. 2 colonnes à la une, repris par BP et Frédéric Vincent et Sébastien Joël. Puis Les Pierres Brutes, une émission entièrement réalisée par de jeunes francs-maçons et de jeunes francs-maçonnes, une émission dynamique, préparée et animée par Adrien, Yann, Julie, Louis, Antoine, Sofiane, qui est ici. Une émission que la pandémie a suspendue, mais qui devrait reprendre à la rentrée. Bon, j'espère qu'elle va reprendre à la rentrée quand même. Alors nous, c'est une émission qu'on aime bien parce que vous allez tellement vite qu'on comprend rien, parce que nous, on est vieux. Alors vous parlez tellement vite, vous mettez de la musique incroyable qu'on n'a jamais entendue de notre vie, mais bon, c'est quand même vachement intéressant et c'est super dynamique. Et je me suis formé en fait à l'animation de la radio en vous écoutant parce que moi, je parlais un petit peu comme ça et c'était un peu France Culture, n'est-ce pas, mon cher Gilles? Ouais, c'est vrai. Donc il a fallu qu'on soit un peu plus dynamique. Ouais. Et encore, je diminue le rythme des Pierres Brutes quand on le mixe à la fin. Parce que c'est alors, Gilles a la technique, a des outils remarquables. Par exemple, les gens qui parlent pas assez vite, il accélère un petit peu le débit. Puis quand les gens parlent trop vite, alors il et voilà. Donc ça, on se comprend. Ah oui, c'est le time stretching. En fait, c'est une technique qui permet d'accélérer le temps du son sans augmenter la tonalité de la musique. Il n'y aurait pas de musique électronique sans ça, donc. Oh, bravo Igor. Voilà. Merci les Japonais. Quand vous voulez. Le saviez-vous? Alors saluons également, parce que je vais faire la liste, je vais essayer d'oublier personne, saluons également Mitch qui nous écoute certainement. Ouais, Mitch. Salut Mitch. Alors Mitch, on le connaît bien, il était venu nous présenter son roman qui s'appelle Les Sexes électriques. Alors nous évidemment on s'est dit c'est quoi ce truc, on l'a dévoré. Surtout dis-le plus lentement. On l'a dévoré sans parler. Et qui depuis n'a pu quitter Radio Delta. Alors malheureusement pour lui, il vit très très loin dans le sud. Je sais pas trop, mais là où il y a du soleil et la mer, ça doit être. Je sais pas où il vit. C'est ça, en Provence. Avance. Mais par contre, il est très actif parce qu'il produit et il diffuse une émission qui s'appelle Le Poste Zéro. Et surtout, il travaille nos enregistrements d'une médiocre qualité, malgré le soin que Gilles en apporte à ces enregistrements. Il nettoie tout ça et il nous fait des podcasts à peu près corrects. C'est-à-dire qu'il enlève tous les bruits comme ça, par exemple, les bruits de chaise, les bruits de verre, je les fais pas parce que je vais risquer. Et puis le bruit du pipi de Lily qui, quand même, continue à pisser un peu partout. Alors, on salue également Jérémy et Stanislas qui enregistrent sur Radio Delta La Voûte Arc-en-Ciel, une émission LGBTQR. ST+. QR code. Je ne sais jamais les lettres qu'il y a derrière et je ne veux surtout pas savoir à quoi ça correspond parce que ça me déroute complètement. J'ai la doc. Si tu veux. LG, ça va. B, oui. Enfin, je ne sais plus après. Bon, c'est pas grave, on les aime beaucoup. Et il faut une émission vraiment de qualité. Et voilà, leur truc, c'est pour nous permettre d'avoir des étoiles et des couleurs dans les yeux et les oreilles. C'est superbe ça, quand même. Voilà, c'est la voûte arc-en-ciel. Bon, je ne vais pas faire toute la liste. Alors, en général, quand les gens disent « je ne vais pas faire la liste », ils la font. On sait bien, c'est un truc d'auditeur, ça. On dirait Axel. Alors, je ne vais pas faire toute la liste des émissions de Radio Delta, de toutes les initiatives, des reportages, des interviews, des concerts, des rencontres autour d'un livre, par exemple avec Roger Daché au moment du confinement, ou autour d'un thé au safran avec Doc Raymond et notre très regretté Frédéric Pierre-Iso. Une très bonne émission à écouter, les rencontres autour d'un thé au safran. Alors, mention spéciale pour Igor et Ingrid. Alors, Ingrid n'est pas là, mais Igor est là, donc il peut nous imiter la douce voix d'Ingrid, qui nous ont régalé pendant le confinement avec leur émission Les Éclectiques Consentantes. Alors, évidemment, j'étais obligé d'écouter quand même, parce que faut savoir que j'écoute jamais la radio, ça me gave complet. Mais là, j'ai écouté l'émission et Gilles m'avait dit, tu vas voir, c'est l'émission la plus perchée du PAF. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que c'est un mélange de culture, de musique, de poésie, de philosophie, de délire complet. Voilà, et vous parlez beaucoup de lecture. Ingrid lit beaucoup. J'imagine que toi aussi, vous aussi. On lit un petit peu. Et on a adopté des canards ensemble. Donc... Voilà, c'est ça. Voilà. Et Igor, faut le savoir à nos auditeurs, Igor est le seul homme que je connaisse au monde qui parle aux insectes.
Mais le pire, c'est que les insectes lui répondent, c'est ça. Enfin, le pire. Après, moi, je les mange. Alors, savez-vous également, chers auditeurs, que Radio Delta, tel l'oiseau blanc, a franchi l'Atlantique puisque nous hébergeons Sous le bandeau, une émission en français, l'émission de la franc-maçonnerie québécoise animée par Franco Huard, en maître des cérémonies, et que nous saluons à distance. Je ne sais pas quelle heure il est au Québec, mais... Ouais, salut, Franco Tabarnak. Ah voilà, merci Gilles pour ton accent et ton aide précieuse. Et enfin, Pierre de Touche, avec Élise qui est ici ce soir. Élise que j'ai rencontrée la semaine dernière, avec qui on a beaucoup discuté évidemment de maçonnerie, mais aussi de radio. Alors Pierre de Touche, c'est notre dernière émission qui vient de diffuser sa 52e émission. Ça veut dire que comme c'est une émission hebdomadaire, c'est une émission toutes les semaines, c'est le dimanche matin. Et alors, comme je vous disais, moi, j'écoute jamais les émissions, mais comme j'étais obligé d'être là, donc j'ai été obligé d'écouter l'enregistrement, et c'était remarquable. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une émission de très haute qualité, très haute tenue, n'est-ce pas, Élise? Je ne peux pas dire le contraire. Non, c'est pas. J'espère. C'était vraiment super. En fait, Élise a réussi à fédérer un groupe d'une dizaine de personnes. Alors, c'est pas toujours les mêmes, qui sont, on va dire, des personnalités qui gardent leur anonymat puisqu'elles veulent pas, et pas forcément des personnalités. Et on a eu des chroniques vraiment très intéressantes et de très haut niveau. Non, je veux dire pas forcément des anonymes. C'est pas forcément des anonymes, oui, c'est vrai. Alors donc, c'est à écouter le dimanche matin sur Radio Delta, ça s'appelle Pierre de Touche. Donc c'est à écouter le dimanche matin, ou si comme moi vous êtes à la messe, on peut toujours les écouter au podcast juste après, quoi. Voilà, vous voyez, chers auditeurs, qu'en 5 ans, nous n'avons pas chômé. Ouais. Et les 3 Olybrius perdus dans les limbes du club écossais de la rue Puteaux se sont démenés, ainsi que tous ceux que j'ai cités, pour que Radio Delta devienne la première radio maçonnique française du monde et même de l'univers, dont d'ailleurs le grand architecte en personne avait été interviewé par notre ami Mitch. Voilà, dernier point, il est important, Radio Delta est une radio de bénévoles. Pas trop ce mot, mais c'est vrai que c'est une radio de bénévoles, parce que les gens disent « Oh là là, vous devez gagner beaucoup d'argent avec toute la pub que vous faites pour d'autres trucs. » Alors voilà, non, en fait, personne n'est payé à Radio Delta, personne n'est payé, sauf peut-être Gilles, mais il le dit pas. Enfin, bon, personne n'est payé sur Radio Delta. On n'est pas payé autrement que par le bonheur de faire des émissions en toute liberté, et la joie de travailler ensemble, et la satisfaction de rassembler ce qui était part. Ça devrait parler à certains d'entre vous. Voilà, j'étais très long, mais c'était, il me semble, important à l'occasion de cet anniversaire de rappeler la très courte histoire de Radio Delta qui ne fait que de commencer, et rendez-vous dans 5 ans. Et ben voilà, moi j'ai trouvé un sujet, c'est la fin du monde n'aura pas lieu. Parce que la fin du monde n'aura pas lieu, forcément, qu'est-ce que vous voulez? La franc-maçonnerie est indissociable de l'espérance. Et il nous a semblé important, en ce moment de Saint-Jean, pas très loin, où le jour est à son apogée et qui va décroître, de rappeler que depuis le début de l'humanité, nous avons, nous, hommes et femmes, su faire, tant bien que mal, su faire face à l'adversité, au conflit, au désespoir, au découragement. Et nous avons toujours su avancer vers ce que nous pensons être un monde meilleur. Alors nous venons de vivre avec cette pandémie et ces confinements des périodes difficiles pour chacun d'entre nous, même très difficiles encore plus pour certains. Et nous avons été inondés de messages nous annonçant un avenir triste, pour ne pas dire sinistre, la fin du monde, celui d'avant, annonçant la naissance d'un monde d'après, mieux pour les uns, pire pour les autres. Nous avons été inondés d'informations catastrophiques, comme dernièrement le rapport du GIEC, qui nous préfigure un monde rendu invivable par notre inconscience. Et par ce que j'ai entendu hier sur une radio concurrente que je ne citerai pas, France Inter, des cadavres qui s'échouent sur les plages tunisiennes, des cadavres de personnes sans nom, sans visage, qui quittent leur pays ravagé dans l'espoir de pouvoir vivre mieux ailleurs, en terre inconnue. Des conflits armés dont les victimes sont souvent les mêmes, des femmes et des enfants, des civils, mais aussi des opposants, des militants, des journalistes, des femmes et des hommes ordinaires qui se battent pour que leurs enfants puissent vivre dans un pays libre. Toutes ces informations qui nous arrivent en flux tendu, noyées elles aussi sous les petits buzz médiatiques entre les Zemmour et les Le Pen, les petits mots qui cachent un grand vide intellectuel, bref, tous ces messages qui nous assaillent et qui nous donnent plus envie de nous cacher pour pleurer que de nous battre pour faire changer le monde afin qu'il devienne meilleur. Changer le monde, voilà notre mission à nous francs-maçons et francs-maçonnes, et nous savons que pour changer le monde, il faut se changer soi-même. Je ne reviendrai pas sur ce point, nous avons consacré tellement d'émissions à l'initiation, mais nous savons aussi que vouloir changer le monde, en plus d'une mission, c'est une utopie. Et comme toute utopie, il nous faut de l'espoir, de l'audace et des forces pour y arriver.
Alors bien sûr, tout le monde n'est pas Gandhi, Mandela ou Marie Curie. Et chacun fera à sa manière, avec ses moyens. Mais chacun ici, autour de cette table, et ceux qui nous écoutent, et encore plus loin, chacun ici, franc-maçon ou pas d'ailleurs, a au fond de lui, j'en suis sûr, une petite flamme qui s'appelle l'espérance. Et cette flamme ne s'éteint jamais. Même dans les pires moments de notre existence, et nous en avons certainement tous vécu, si nous avons survécu, c'est parce qu'au fond de nous, cette petite flamme continue à briller en nous et demandait qu'à croître, et ne demandait qu'à croître. Voilà pourquoi la fin du monde n'aura pas lieu, voilà pourquoi le monde d'après existera, qu'il soit mieux, égal ou pire que le monde d'avant. En tout cas, soyons-en persuadés, la fin du monde n'aura pas lieu. La fin du monde n'aura... Merci Gilles pour ce moment, ce passage musical qui... Alors je sais pas, autour de la table, j'avais évoqué justement ce sujet. Est-ce que ça vous a évoqué des choses? La fin du monde d'ailleurs, et puis ça aura lieu la fin du monde ou ça n'aura pas lieu? Jean-Pierre me regarde pas avec ces yeux-là. Qu'est-ce que t'en penses de cette fin du monde? D'abord, je dirais que cette notion de fin du monde est une notion, Jean-Pierre Thomas. C'est une notion chrétienne. À ma connaissance, le christianisme est la seule religion qui prévoit une fin du monde. Voilà, les autres religions de l'Antiquité ne prévoient pas la fin du monde. Quand on lit Hésiode, quand on lit la mythologie grecque et romaine, voire la mythologie indienne, enfin les différentes mythologies, il n'y a pas de fin du monde. C'est vraiment une notion chrétienne. Alors comment on se positionne? Est-ce que finalement on fête la Saint-Jean? Oui, mais la Saint-Jean c'est quand même une fête très paganiste. C'est la fête du solstice. On l'a fêtée bien avant les chrétiens. Voilà, si on est chrétien, il y a effectivement une désespérance programmée qui est la fin du monde. Et si on est un peu paganiste, ce qui est mon cas, ça n'existe pas. Donc il n'y aura pas de fin du monde. Donc pas de fin du monde, donc elle n'aura pas lieu. Non, elle n'aura pas lieu. Alors pourquoi on s'emmerde à penser qu'il y aurait une fin du monde? On a été inculqué comme ça, alors. On a été inculqué comme ça, absolument. Voilà. C'est un ancien élève des maristes qui vous le confie. En tout cas, vous en êtes bien sorti, Jean-Pierre. Hein. Félicitations oui, quand même. Sorti. Il a fallu travailler sur vous, j'imagine. Absolument. Jocelyn Morand, vous étiez venu nous voir pour nous présenter votre livre sur l'éthique chez Numérilibre. Alors, la fin du monde, c'est quoi pour vous? Alors pour moi, la fin du monde, ce serait plutôt, en grand amateur de Wagner que je suis, ce serait le crépuscule des dieux, en fait, quelque chose de très, très puissant, très pompeux, très cinématographique, en fait, enfin, vraiment une grande fin apocalyptique. Et désolé Jean-Pierre, je vais vous contredire, mais la religion asgardienne, en fait, prévoit une fin du monde, le fameux Ragnarok, décrit dans l'Edda poétique, reprise plus tard au XIXe siècle par Wagner. Et dans les mythes vikings, justement, il est question toujours de penser au crépuscule. Mais bon, c'est effectivement moins connu que l'Apocalypse de Saint Jean et les autres mythes. Mais voilà, moi, quand on parle de fin du monde, je pense vraiment à ça. Mais ce sont des choses que j'appréciais beaucoup quand j'étais enfant et que j'apprécie toujours maintenant. Hein. En parlant de fin du monde, il y a quand même une fin qui existe, qui est quand même potentiellement le Big Crunch, donc qui est l'anti-Big Bang, qui est le fait que la matière finira toujours peut-être un jour par revenir à un état d'œuf primitif. Il y a également chez les physiciens la croyance en une entropie trop forte pour que l'univers reste cohérent. Bon, après, ça reste des hypothèses de physiciens, mais la fin de la vie, la fin de la matière sont des hypothèses envisageables. Pas à notre échelle humaine, mais sur l'échelle de plusieurs dizaines de milliards d'années, c'est un modèle qui existe. Ça ne rajeunit pas tout ça. Alex, la fin du monde. Oui, la fin du monde, en fait... C'est pour demain? Non, en fait, c'est pour hier. Enfin, avant-hier aussi, avant-avant-hier. En tant qu'historien, en fait, la fin du monde, on l'a déjà vécu à plusieurs reprises. Et la fin du monde, c'est quelque chose qu'on nous annonce depuis des siècles et des siècles. L'apocalypse, c'était il y a longtemps. C'était un peu plus tard, mais il y a longtemps encore. Et c'était en 2012, c'était hier, c'était, comme je le disais, avant-hier, c'est aujourd'hui, ce sera peut-être encore demain. Donc en fait, en tant qu'historien, cette notion de fin du monde est vraiment un petit peu passe-partout. Et plutôt que de parler de fin du monde, je parlerai de renouveau d'un autre monde, en fait peut-être, découverte d'autres choses, poursuite d'un élan dans lequel on s'est lancé. Et plus que de fin, je parlerai de renouveau.
Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais voilà. Ah, il est habile, Alex, il est en train d'introduire sa chronique. C'est ça, on va peut-être un petit peu lancer un trailer. Non, mais c'est pas forcément que j'y reviendrai, mais en fait, on pourrait en parler des heures en fait là-dessus. C'est clair. Ouais. Et voilà, en tant qu'historien, en tant que quelqu'un qui prend le recul sur les choses, la fin du monde, c'est pas quelque chose qui a une finalité, mais au contraire quelque chose qui a un début, et c'est toujours quelque chose qui revient régulièrement. Donc plutôt que la fin du monde, c'est la fin d'une étape peut-être, avec le début d'une autre, qui elle-même aura une fin, etc. etc. Waouh. Antoine des Pierres Brutes. Oui, tout à fait. Le seul représentant avec Igor. Mais Igor, il a un peu viré 1, 2, 3 soleils quand même. Hein. Ouais. Bon, il y a eu de la trahison. Alors, la fin du monde, ça évoque quoi pour Antoine? Je rejoins totalement Alex. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, personnellement, dans mes souvenirs pas trop anciens déjà, j'ai au moins vécu 3 fins du monde. Il y avait la fin du monde en 2000, il y avait la fin du monde en 2012, et puis avec le Covid, il y en a qui parlaient de ça aussi. Donc c'est assez récurrent. Jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours là. Après ça, c'est une question de croyance, mais personnellement, pour moi, il n'y a ni commencement ni fin. Donc plutôt que la fin du monde à laquelle je ne crois pas, la fin d'un monde ou de certains mondes ou de certaines étapes, de certains cycles, ça oui, sûrement. Mais en tout cas, la fin du monde, non, effectivement, je crois qu'elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Mais quand on parle de la fin du monde chez les chrétiens, je ne suis pas chrétien, mais j'ai crois me savoir que c'est la fin du monde terrestre pour aller vers un autre monde. Donc c'est un peu ce que disait Alex. C'est pas vraiment la fin de tout. C'est pas l'apocalypse, c'est pas le bon mot. C'est pas la catastrophe nucléaire qui va détruire toute l'humanité. C'est autre chose. C'est la fin de l'homme quand même. C'est pas la fin du monde dans lequel il vit, mais c'est la fin de l'homme, puisque toutes les créatures doivent rendre compte de ce qu'elles ont été devant la révélation qu'est l'Apocalypse, et donc c'est qu'il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'hommes vivants. Il n'y a plus que des spectres d'hommes. Mais je donne la parole à Igor, on va continuer le tour de table rapidement. Alors Igor, cette fin du monde, les insectes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les insectes vivent d'abord dans une temporalité extrêmement différente de la nôtre. Elle est un petit peu plus lente en fait. Ils appliquent c'est un petit peu cette lenteur de vivre. Mais surtout, je crois qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la peur comme moteur. Et pour moi, la fin du monde, c'est ça, c'est le matérialisme absolu. C'est qu'on est dans la peur. La peur est-elle un moteur? Est-ce que la violence est forcément le rapport qu'on doit avoir entre nous, entre les États, est-ce qu'il faut forcément parler de rapport de puissance? Voilà, hein, c'est le comment? Il y a la crise des missiles de Cuba ou Tchernobyl ou ce genre de choses. Bon, d'accord, okay, on a de quoi détruire la planète 25 fois en quelques secondes. Donc on joue à se faire peur, comme si c'était comme si ça devait être l'essence de la voiture. Et en fait, peut-être que oui, peut-être que non. Donc c'est ça. Donc là, on a trouvé une nouvelle peur. On aimerait bien que ça s'effondre, voilà, parce que ça sert de justification à tout un tas d'agendas, de programmes humains, politiques, sanitaires, ce que l'on veut. Maintenant, manipuler des masses, hein, avec. Peut-être pour manipuler des masses, mais est-ce qu'en l'an 1000 on parle de grande peur, mais la peur de quoi effectivement? Bon, il se trouve que le monde est encore là, voilà. Et que on fonctionne beaucoup comme ça. Alors que si on allait chercher peut-être de l'autre côté, vers une autre chose, il y a peut-être d'autres moteurs un tout petit peu plus positifs. Voilà. Alors quand il y a eu le passage à l'an 2000, on nous avait prédit le fameux bug de l'an 2000. Alors j'avais essayé de lancer une fake news sur Internet. Bon, ça n'a pas marché du tout. Ma fake news, c'était de dire qu'il y avait une nouvelle génération de stérilets qui était programmée, en fait, et qu'il fallait absolument éviter de faire l'amour la nuit du passage à l'an 2000. En tout cas, sauf si on voulait avoir des enfants, bien sûr, parce que sinon, il y avait le bug absolu. Bon, ça n'a pas pris, mon truc n'a pas pris, ça n'a jamais été relayé, mais oui,
Oui, Jean-Pierre. Oui, juste vous avez pour porté rappeler- un stérilet, Jean-Pierre. Non, juste pour rappeler que le stérilet a été introduit en France par Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France. Introduit. Rappelez-moi Jean-Pierre, vous Bien êtes choisi. pas responsable de la com de la Grande Loge de France. De la culture. Il est responsable de la De la culture. culture et du patrimoine, donc aussi. C'est patrimonial. Je rappelle une phrase du Dominique Alors- de Villepin. Pardon, Igor Non, rien. Ah, rien. Bon. Igor pense à haute voix. Alors, Gilles, Oui. cette fin du monde Oui. aura-t-elle lieu à Drancy ou ailleurs? Alors, saint Augustin écrivit dans son ouvrage La mémoire et le temps, connaître les notions qui ne se communiquent point à nos sens par image, mais dont nous percevons en nous la réalité même par intuition directe, n'est après tout que rassembler dans l'esprit ce que la mémoire contient ça et là, en recommandant à la pensée de réunir ces fragments épars et négligés pour les placer sous la main de l'attention. Il a dit ça? Et il a dit ça, n'est-ce pas? Et donc, si vous avez compris la phrase que je viens de dire, Oui. vous pourrez me l'expliquer un jour. Et sinon, en ce qui concerne la fin du monde qui n'aura évidemment pas lieu, d'une part, le bug de l'an 2000 a touché une personne sur cette planète. Moi, je suis le témoin, enfin, je suis la victime du bug de l'an 2000. D'abord, parce que c'est important à savoir, hein, pour les prochains en 2000, c'est que moi, j'avais pas mal d'ordinateurs à gérer à l'époque, et je m'étais dit, je vais faire les sauvegardes de tous les ordinateurs dont j'ai à m'occuper pour pouvoir, si bug de l'an 2000 il y a, restaurer le lendemain. D'accord? C'était malin. Donc, c'était super malin. Donc, j'ai fait les sauvegardes. Et j'ai fait sauvegarde sur sauvegarde sur sauvegarde. Et en fait, à un moment donné, je me suis trompé d'un clic. Et en fait, j'ai, au lieu de sauvegarder un disque par rapport à, enfin, sur une sauvegarde vierge, j'ai fait l'inverse. Ce qui fait que j'ai effacé, en fait, tous mes disques. Et donc, il n'y avait plus rien. Et donc, le lendemain matin, quand j'ai réouvert mon ordinateur, j'ai dit, oh putain, le bug. Et donc, je suis allé chercher sur mes sauvegardes. Et sur mes sauvegardes, il n'y avait rien. Et j'ai compris mon erreur de manip. Donc, je suis la victime de l'an 2000 et en même temps une illustration, une allégorie vivante de la prédiction autoréalisatrice. Parce que, oui, Jean-Pierre. Non, mais ça montre bien que c'est bien l'homme qui a inventé la fin du monde. Tout à fait. Voilà. Et alors, pour terminer quand même sur la fin du monde, parce que la fin du monde n'aura pas lieu, oui et non, elle a déjà eu lieu. En fait, elle a eu lieu à peu près en 1990. Voilà. C'est fin le du jour, monde. le jour de votre naissance, mon cher Gilles, qui a... aujourd'hui, non Non, j'ai même pas d'enfant qui est né en 90. C'était un peu avant ou après. Enfin, Que bref. s'est-il donc passé en 1800 Eh ben, en en fait, 1990? il s'est passé que par rapport à il y a 14 milliards d'années, je ne sais pas si vous y étiez né, mais c'était l'année où il y a eu le Big Bang. Ah oui, oui. Enfin bref, où le monde est né avec le temps en même temps. Donc c'était bien parce que comme le temps est né, on a dit bah tiens, ça va partir de là. Et puis de moins 14 milliards d'années, donc à peu près 1900 après Jésus-Christ, donc Après notre ère. voilà. On est passé d'un développement horizontal, développement horizontal où quand on naissait dans un monde, on mourait dans un monde, à un monde, enfin donc une époque où quand on est dans un monde, on vit de plus en plus de mondes en fait jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, on peut naître dans un monde et en faire passer 15, 20. Donc le monde s'est accéléré. Aujourd'hui, on dit qu'une année, ça dure 3 mois, par exemple. Donc la fin du monde, elle a eu lieu plusieurs fois cette année. Voilà, on est passé dans un autre monde. Et là, tel que vous m'écoutez, et à vous faire chier parce que ce que je raconte n'est pas intéressant du tout, on change de monde. J'ai pas dit ça. Hein. Enfin, J'ai ouais. dit que je voyais sur le visage des gens autour de la table une incompréhension profonde des propos qui viennent d'être tenus. Ouais, on se croirait à une émission des éclectiques alors, qu'on s'entend presque. À mon avis, Non, mais- Igor a à peu près saisi quelque chose parce qu'il a Ouais, travaillé parce sur qu'en le fait- temps. Il a travaillé sur le temps. Alors peut-être que Gilles a lu la chronique avant et qu'il est en train de... Non, c'est- mais parce que je parle aux insectes, il parle aux tortues. Et- Voilà, c'est Et pour elles ça. sont- Alors, il elles fallait ont- commencer par là. Voilà. Tout à fait. Et C'est vrai, c'est vrai. voilà. Et en fait, on est comme nous sommes l'esclave de nos
de nos physiologies, un petit peu. Les tortues ont une physiologie extrêmement lente. Donc je pense qu'en 1990, une tortue est née. Oui. Elle a environ peut-être 150 ans, 200 ans. En fait, nous ne savons même pas, parce que... Voilà. On parle jamais suffisamment de tortues, en fait. C'est ça. Et les tortues, on le sait peu, mais ont une grande vie intérieure. Tout à fait. En plus de tout. Et les tortues ne donnent pas leur âge. Et leur conversation est passionnante. Leur conversation est passionnante, et les tortues de Drancy en particulier. Jean-Pierre Thomas. Oui, je voulais rappeler que Olivier Messiaen a composé un quatuor. Jean-Pierre Thomas qui touche son micro et ça fait du bruit. Je rappelle qu'Olivier Messiaen, prisonnier de guerre, a créé un quatuor pour la fin du temps, non pas pour la fin du monde, et que peut-être on pourrait déplacer le débat de la fin du monde à la fin du temps, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Igor approuve, j'en suis ravi et flatté. Voilà, d'abord parce que les guerres s'arrêtent, Olivier Messiaen est rentré vivant, et il a continué à composer. Est-ce qu'on peut dire qu'Auschwitz c'est la fin du monde? Oui, ça l'a été d'une certaine façon, mais le monde a quand même rené. Donc voilà, effectivement, il y a des fins du monde successives, il y a des fins du temps successives, mais on est quand même dans une continuité permanente. Et nous, les maçons, on travaille dans la continuité. On sait que nous connaissons, nous apprécions notre finitude, nous savons qu'elle est finie, nous savons aussi que l'œuvre continuera après nous. Alors est-ce qu'on fait ça parce qu'on est devenu sage ou pour nous rassurer? Je ne sais pas. Les deux, sans doute à la fois. Une chose qui est sûre, c'est qu'on travaille de midi à minuit, alors quelle que soit l'heure réelle de la loge et de l'ouverture et de la fermeture, on a des heures symboliques, et que dans le rite conscientiel accepté, il est un degré où la phrase suivante est dite, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Voilà. Alors on ne va pas dire à quel degré, parce qu'il y a des petits jeunes ici, mais il n'y a plus de temps. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, ça fait froid dans le dos quand même, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus de temps? C'est terrible ça. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce à la fois d'éternité et d'instant, quelque chose de l'ordre du kéros, un truc un peu magique là, qui est une espèce de conjonction de tous les événements passés et futurs en un seul temps, et qui n'est plus. Et en même temps, s'il n'y a plus de temps, il y a peut-être aussi plus de monde. Voilà. Plus de monde. Plus de monde, oui. Voilà. Donc, la fin du monde, en fait... si on ne peut apprivoiser la mort, on peut apprivoiser la fin du monde. Alors d'une part en pensant qu'elle n'aura pas lieu, et en même temps que si elle a lieu, ça n'a pas d'importance. Alors on a vu en particulier pendant le premier confinement, c'est terrible d'ailleurs de commencer à dire premier confinement, déconfinement, deuxième confinement. Je trouve que rien que les mots, alors que ça a duré finalement 1 an et demi à peu près, pendant ce premier confinement, rappelez-vous, il y avait cette notion de monde d'après. On a été sidérés, c'était une sorte de sidération, ce truc qui nous tombait dessus, on se croyait finalement immortel, et les pandémies étaient pour les pays d'Afrique ou d'Asie, et comme disait Buzyn, d'ailleurs j'ai dit dans mon texte qu'on était des triples buses, mais ça n'a rien à voir, mais comme disait Buzyn, ministre de la Santé, ça n'arrivera jamais chez nous, puisque évidemment on est bien au-dessus de tout ça, et c'est vraiment un truc du 13e arrondissement. Et alors, pas du tout, ça nous est tombé dessus, comme il y avait un truc dans le bas clergé breton, c'est vraiment ça nous est tombé dessus, et il y a eu une forme de sidération, et donc on a commencé à converger dans nos têtes, on était confinés, on ne savait plus où on était, on ne savait plus ce qu'on faisait, on ne savait plus comment travailler, et on a commencé à parler du monde d'avant. J'avais tous suivi des débats sur Internet ou avec des amis sur ce monde d'avant, où on espérait, en ayant touché un petit peu ce qui était essentiel dans nos vies, chacun se disait, mais ce qui est essentiel, c'est la relation à l'autre, c'est la famille, c'est les amis, peut-être les frères, les sœurs, etc. Tout le reste, le business, la consommation, etc. Tout ça n'a pas d'importance. C'est ça le monde d'après. Et finalement, ça n'a pas duré longtemps, le monde d'après. Amazon était là quand même, heureusement, sinon ça serait ennuyé. Antoine. Oui, je voulais réagir par rapport au fait, quand tu dis que ça n'a pas duré longtemps, dans les entreprises, il y a beaucoup de difficultés de certains cadres à revenir au travail. Ouais. Il y a un peu de révolte, de rébellion dans l'air, et le retour au poste, aux contraintes d'avant, parfois il est un petit peu difficile, et il y a une vraie problématique à gérer à ce niveau-là. Il y a une problématique RH. Moi, j'ai des amis RH qui m'ont dit il y a deux catégories. Il y a des gens qui ne veulent plus revenir au boulot. Ils sont très bien chez eux, ils sont organisés, ils ont une salle.
c'est nickel. Ils ont un boulot qui se prête à ça aussi, parce que c'est pas toujours évident. Et puis il y en a d'autres, au contraire, ils ont un besoin de revenir au travail parce qu'ils ont envie de contacts sociaux, et puis de voir des gens, de discuter, d'aller à la machine à café, de s'engueuler avec ses collègues qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça, c'est aussi un besoin fort. Et il faut penser aussi aux gens qui font du travail, qui vivent seuls, hein, qui sont dans la solitude, qui sortent jamais de chez eux. Et je crois que c'est assez terrible. Et puis quand on parle au chat pendant des heures et qu'il commence à vous répondre, alors là, c'est quand même la cata. Oui, c'est exactement ça. Il y a eu la réaction inverse également de gens qui ont complètement vrillé, qui ont été complètement dans le désespoir de ne plus avoir de contacts sociaux, notamment les personnes qui vivaient seules, effectivement. Donc il y a des réactions opposées. Ça dépend sûrement de l'entourage familial et du lien. Certainement. Mais on voit bien qu'on est des homo sociologicus, effectivement. Alors, pour raconter une anecdote, dans le boulot où j'étais chargé de faire des recommandations à la direction générale pour améliorer les conditions de travail. Les conditions, la reconnaissance au travail, etc. Donc je faisais des auditions, des groupes de travail, tout ce que vous voulez. Et un des points qui ressortait beaucoup, c'était le télétravail. Donc j'étais dans un centre de recherche. Donc, les chercheurs, c'est des gens plutôt responsables, qui aiment leur boulot. Et les gens disaient, bah oui, le télétravail c'est bien parce que quand il y a des grèves, quand il y a des mômes malades, etc., et puis quand on rédige un rapport d'études, on peut rester à la maison, ça ne change pas grand-chose, quoi. Et la DRH, avec qui j'ai fait ces propositions, m'avait dit, ah mais tu sais, les gens sont pas prêts. Ah. Je trouvais ça. Alors en fait, j'avais traduit par je ne suis pas prête, moi, à mettre en place, parce que le télétravail, c'est pas juste rester chez soi, c'est beaucoup plus complexe en termes de législation du travail, etc. Et du jour au lendemain, quand il y a eu cette pandémie, il y a eu le télétravail obligatoire, et là, miraculeusement, les gens étaient prêts. Voilà, ils étaient prêts, et ça s'est très bien passé. Et le retour va être difficile. Bah justement, on revient sur un petit peu ce qu'on était en train de dire par rapport au confinement, comment les uns et les autres, on avait pu un petit peu le vivre au mois de mars 2020. Ça paraît tellement loin comme ça, mais finalement, c'était encore hier, en fait. Et on y a cru, on le pensait, on le voulait même. On est en mars 2020, on est confinés et on subit cette situation qui était quasi inédite à l'échelle de l'humanité. Et certains nous disaient que nous étions en guerre contre un ennemi impalpable, coriace. Et non, c'était pas la désinformation, c'était pas les fake news, ni le complotisme, mais c'était celui que l'on appelait encore, d'ailleurs je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque on parlait de coronavirus. Oui, exactement, coronavirus. Mais que c'est la couronne, hein. Oui, la couronne du virus, ou le virus qui est une couronne. Couronné. Voilà. d'Olivier. Le roi des virus. Et que s'est-il passé depuis ? Et il n'est pas question ici dans ma chronique de revivre 2020, mais de s'intéresser à cette notion de monde d'après. Parce qu'on l'a dit, dès le départ, finalement, on disait qu'il y avait en fait soudainement un monde d'avant et un monde d'après. Mais c'est quoi le monde d'après ? Au nom de quoi, d'ailleurs, faut-il qu'une situation de crise provoque la scission de l'existence de l'humanité entre un monde d'avant et un monde d'après ? Toutes les analyses de politiques, de sociologues, d'économistes et j'en passe ont émergé et ont été faites sur la notion du monde d'après. Mais alors, le monde d'après, si différent du monde d'avant ? Voyons un petit peu d'histoire. On est en mars 2020, Emmanuel Macron, chef des armées, annonce que nous sommes en guerre dans un langage bien choisi et dans une période notamment où la comparaison historique bat de nouveau son plein. On en appelle volontiers à la période des années 1930 et à la montée du fascisme et du nazisme dès lors qu'une crise politique intervient. Dès lors qu'une crise politique intervient dans nos institutions et dans notre société. On compare la période actuelle également à celle de la montée des nationalismes qui a précédé la guerre de 1914. D'ailleurs, 100 ans après, penchons-nous principalement sur celle-ci et sur le monde d'après qui s'ensuivit la Première Guerre mondiale. Car dans les différentes analyses faites à tort ou à raison sur l'émanation d'un monde d'après, une en particulier m'a fait réagir car je n'y avais pas vraiment pensé. Va-t-on aujourd'hui vers des nouvelles années folles ? Vous savez, les années 20, ces années qui ont débuté immédiatement après la Première Guerre mondiale et qui a été caractérisée de folles. Cette décennie 1920 qui a précédé également la décennie 1930, celle de la montée des tensions et de la marche à la guerre que certains ne voulaient pas voir venir. Quelles étaient alors les caractéristiques de cette période ? Un boom, puis une crise économique, des évolutions sociales, les femmes qui avaient travaillé en l'absence de leur mari, les enfants également qui avaient travaillé dans les champs en l'absence de leur père,
Et on avait eu un effort de guerre nationale pendant le conflit. Le jazz arrivait en Europe, des innovations techniques avaient fait leur apparition, les fêtes étaient folles, les femmes avaient les coupes à la garçonne et la peinture découvre le dadaïsme, puis le surréalisme durant ces années-là, et la psychanalyse de Freud connaît un certain succès. Enfin, on découvre les gueules cassées et on fait face à la difficile réinsertion des vétérans de guerre, parfois blessés ad vitam, parfois traumatisés par ce qu'ils ont vu et vécu dans les tranchées. Bref, les années folles connaissaient un véritable changement dans tous les pans de la société. Après 4 ans d'une guerre dite totale, la société essaie de revenir à une certaine insouciance, s'échappe après avoir connu l'horreur, mais devient aussi plus violente. D'un point de vue économique, la croissance est en forte inflation aussi, et le retour de bâton fut difficile avec la crise de 1929. En géopolitique et en politique étrangère, les cartes sont totalement rabattues, et le monde doit faire avec l'émergence d'un nouvel acteur international, l'Union soviétique née de la révolution bolchevique de 1917. Mais alors pourquoi veut-on absolument aujourd'hui, en 2020-2021, que les comparaisons historiques soient raison contemporaine et faire en sorte à ce que l'histoire se répète? A-t-on un pays avec un système de société économique et sociale totalement différent du monde capitaliste qui a émergé depuis la crise sanitaire? Non. Ira-t-on vers des transformations artistiques et sociales, notamment dans l'expression de l'art et des individus, après avoir été fermés, confinés sous couvre-feu pendant de longs mois? Peut-être. Je dis peut-être car je ne peux être pour le moment absolu dans ma réponse. Prenons le temps de l'histoire, le temps de l'humanité, le temps long. L'épidémie s'est enclenchée il y a seulement 18 mois, à peine 1 an et demi, quand les 2 derniers conflits mondiaux, qui ont notamment été à l'origine de nombreuses évolutions sociétales, structurelles, artistiques et économiques, ont, eux, duré plusieurs années. Alors la crise sanitaire est-elle terminée, finie? Est-ce qu'il n'y a plus rien à voir avec cette crise? On ne sait pas trop en fait, l'avenir reste encore incertain, même s'il nous est permis d'être optimistes. Par ailleurs, l'humanité dispose d'une certaine capacité d'adaptation et de résilience qui ne sont pas négligeables. Certes, des évolutions sont palpables et ce même juste 1 an et demi après le début de la crise. Le télétravail, on en parlait, s'est implanté à marche forcée dans les entreprises. On a vu que certains ne veulent pas revenir au boulot dans le monde d'avant et nous avons fait face à certaines fractures sociales également. Et l'on peut s'attendre à ce que le monde artistique s'inspire, ou pas d'ailleurs, de cette période compliquée pour lui et revienne plus revigoré et créatif que jamais. Mais les fractures rencontrées en 2020 ne sont que l'expression de celles qui existaient il y a longtemps déjà, loin dans le monde d'avant, et qui ne continueront d'exister dans le monde d'après si rien n'est fait. Alors, ayons un regard d'historien, observons le passé pour comprendre aujourd'hui et préparer le futur. En histoire, l'époque contemporaine que l'on fait traditionnellement commencer à 1789 ou 1815 est parmi les plus courtes de toutes, à comparer avec le Moyen-Âge qui a duré plus de 1000 ans. Alors, l'année 2020 marquera-t-elle un tournant dans les périodes qui caractérisent l'époque contemporaine? Une rupture en histoire, c'est l'émergence de nouveaux systèmes politiques, notamment. Ce sont des tournants économiques, des révolutions sociales. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on est prêt éventuellement à les affronter? Mais la société est-elle aujourd'hui? La société, telle qu'elle est aujourd'hui, peut faire penser qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Et là, je me pose la question. Est-ce que les contemporains des années 20 se disaient la même chose? Est-ce qu'il faut que tout change pour que rien ne change? S'ils s'étaient posé la même question, peut-être que l'histoire se répète. J'ai souhaité m'interroger sur le lien entre féminisme et écologie. Et je me suis demandé si le féminisme était soluble dans l'écologie. Ce qui me trouble, c'est cette injonction qui est faite aux femmes de redevenir des femmes parfaites et puis, disons-le, souvent des mères parfaites. Alors que cette émission est consacrée à la fin du monde qui n'aura pas lieu, eh bien, j'aimerais vous faire part d'une tendance qui me soucie, pour ne pas dire qu'elle a le don de m'énerver. Quand Élise est énervée, attention, ça fait des planquez des meubles. Alors, les élections régionales qui se déroulent actuellement, n'oubliez pas d'aller voter dimanche, nous ont montré que nous devions faire face à 2 courants. L'un qui est anti-républicain et complotiste, et bien sûr raciste et antisémite. L'autre, un courant plus écologiste qui se caractérise trop fréquemment, à mon goût,
par le rejet des sciences et qui vire trop souvent à l'obscurantisme. On se souvient par exemple des déclarations anti-vax de Michel Rivasi, entre autres. Et on reviendra, Élise, tout à l'heure sur justement cet aspect rejet des sciences avec Marie qui nous a rejoint, qui va nous dire quelques mots, et peut-être avec Thomas, parce qu'on a la chance d'avoir deux éminents scientifiques à cette table, et évidemment on va les interviewer, on va les asticoter un petit peu. Marie Curie, si tu peux dire. Bien sûr. Alors, ce courant, eh bien, il faut l'avouer, il a aussi une certaine complaisance avec les courants les plus religieux, et soyons clairs, pas que les islamistes. Moi, j'ai souvent l'impression que l'écologie, c'est une nouvelle forme de religion. C'est d'ailleurs Fourquet qui dit dans son ouvrage L'Archipel, à propos de la France, que quelle est cette nouvelle forme de religion qui sans cesse donne des injonctions, et c'est l'écologie. Alors, sous couvert d'écologie et de développement durable, on assigne de nouveau les femmes en cuisine et à la buanderie. Alors bon, bien sûr, mon propos va vous paraître caricatural, mais je l'assume. La question qui convient de se poser désormais, c'est comment l'impératif écologique aliène-t-il les femmes ? Certes, évidemment, nous devons prendre en compte le dérèglement climatique et les enjeux environnementaux et effectivement adopter un certain nombre de nos comportements, mais retourner un siècle en arrière au motif qu'il serait plus écologique et ou voire plus sain de fabriquer son détergent, son déodorant ou son exfoliant me paraît être une ineptie. Une ineptie qui est encore plus malsaine quand elle va puiser dans les ressorts de la féminité cette tendance. Et donc ainsi, c'est à se demander si écologie et féminisme sont compatibles. Alors comme l'a souligné Elisabeth Banater dans Le conflit, la femme et la mère, qui est un ouvrage qui est paru en 2010, soit 30 ans après L'amour en plus, devant une conjonction de mouvements différents, dont l'écologie pure et dure, qui s'inspire du naturalisme pour imposer un nouveau modèle maternel extrêmement pesant, eh bien on renvoie les femmes à la maison. Car oui, ce que je pense, c'est qu'il existe bel et bien une dérive. Le discours d'une écologie radicale me paraît extrêmement dangereux et contraire aux valeurs d'émancipation et d'universalisme que nous avons souvent défendues dans ce pays et en franc-maçonnerie en particulier. Ainsi, au nom des forêts qu'on assassine, passe ce message sous-jacent: si vous ne changez pas radicalement votre façon de faire, eh bien vos enfants vont mourir. Et du coup, les femmes sont terrorisées par tout ce qui est artificiel, comme par exemple par la pilule dont le nombre d'utilisatrices diminue chaque année, sans parler du nombre croissant de celles qui veulent accoucher à la maison. Alors rappelons au passage que, alors qu'on voit émerger des mouvements venus des États-Unis, tels que le mouvement woke ou la cancel culture, un autre courant de pensée, l'écoféminisme, a vu le jour dans les années 70-80 aux États-Unis. Et ce mouvement lie l'avenir des femmes avec celui de la planète. Et il met en relation deux formes de domination, celle des hommes sur les femmes et celle des humains sur la nature. Et l'un des concepts forts de l'écoféminisme est celui de Reclaim, qu'on pourrait définir comme un mouvement de réinvention et de réappropriation. Il caractérise à la fois une réinvention de l'histoire et de la nature et à la fois une réhabilitation de ce qui est habituellement caractérisé de féminin et qui a longtemps été associé uniquement aux femmes. Le philosophe Émile H. explique que ce concept de reclaim signifie à la fois réhabiliter, se réapproprier, réinventer. Les écoféministes, je cite, se demandent ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Ces femmes font le lien entre la destruction du monde sensible et la violence faite aux femmes par le capitalisme. Alors en France, ce concept est apparu en 1974 sous la plume de la militante féministe Françoise d'Aubonne et depuis, il n'a cessé de se développer.
Ainsi, nous avons vu émerger des slogans comme « Mort au patriarcat, pas au climat » lors des manifestations organisées pour la Journée des droits des femmes le 8 mars, mais aussi « Pubis et forêts, arrêtons de tout raser » ou « Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides ». Ça, c'était lors de la manifestation du 8 mars 2019. Et Françoise Daubonne estime que, je cite, « les valeurs du féminin, si longtemps bafouées, demeurent les dernières chances de survivance de l'homme lui-même ». Alors, au pays de Simone de Beauvoir et du féminisme constructiviste, rappelons-nous, on ne naît pas femme, on le devient, et bien cette position teintée d'essentialisme me dérange particulièrement. En mai 1992, en marge du premier sommet de la Terre, 425 scientifiques avaient pris la plume pour dénoncer leur inquiétude, je cite, d'assister à l'aube du XXIe siècle à l'émergence d'une idéologie rationnelle qui s'oppose au progrès scientifique, si bien que les plus grands mots qui menacent notre planète sont l'ignorance et l'oppression, et non pas la science. Fin de citation. Alors revenons à ce qui me préoccupe. Dès 2008, la géographe Sylvie Brunevel soulevait la question dans un petit livre vert « À qui profite le développement durable ?» qui était paru chez Larousse, qui avait d'ailleurs été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Soyez un citoyen, un éco-citoyen, vous souligne-t-on à longueur de médias. S'ensuit un catéchisme de petites actions quotidiennes à mener. Les femmes sont-elles gagnantes à se convertir au développement durable tel qu'il est décliné ? Eh bien, pour moi, rien n'est moins sûr. Disons-le, tout cela représente un surcroît de travail dévolu, encore une fois, aux femmes, des activités chronophages et épuisantes, mentalement et physiquement, mais exécutées au nom des générations futures. Aujourd'hui, eh bien, les injections et les gestes écolos des plus privilégiés ne font qu'exacerber et renforcer la division sexuelle du travail, tout en concurrençant l'engagement féministe. Ainsi, nous allons laisser sur le côté les femmes du Sud, nous allons confiner à nouveau les femmes du Nord dans la sphère privée, en les poussant à diluer une fois de plus leur individualité au nom du collectif et à sacrifier leur idéal féministe au nom d'une cause soi-disant plus grande. Alors, oubliant qu'il faudrait déjà combattre les inégalités femmes-hommes, comme Elisabeth Badinter le déplore, le féminisme naturaliste fait de nos différences physiologiques avec les hommes l'origine de comportements innés puisque commandés par la nature. Grâce à notre potentialité d'être mère, nous serions plus pacifiques, plus douces, plus aptes à nous occuper des plus fragiles et des plus démunis. C'est le care. C'était les qualités qu'on retrouvait dans le rite d'adoption qu'on avait mis en place pour les femmes. Oui, tout à fait. Et comme si on avait un destin tout tracé qui consisterait à nous occuper de nos bébés, des malades, de nos vieux parents. Et alors, il y a quelque chose de choquant dans le discours. Que fait-on des femmes qui ne veulent pas d'enfants ? Est-ce qu'elles n'appartiennent plus au sexe féminin ? En conclusion, il y a d'ailleurs une branche, ça il faudra s'interroger là-dessus, une branche de l'écologie radicale qui dit non, ne faites pas d'enfants parce que vous allez détruire la planète. Il y a aussi cette branche-là dans l'écologie radicale. Alors en conclusion, je ne sais pas si écologie et féminisme sont incompatibles, mais ce que je constate, c'est que l'on continue d'affubler aux femmes le fardeau du care tout en continuant à les exclure de la gouvernance et des institutions politiques. Et je ne suis pas certaine que nos déodorants maison et nos composteurs de balcon viendront en aide aux femmes indiennes. L'objectif premier du développement était pourtant de libérer l'être humain des contraintes matérielles. Le catéchisme, parce qu'il y a toujours pour moi cette référence à la religion qui nous est déclinée aujourd'hui, implique trop souvent un vaste retour en arrière. Alors vous pourrez toujours vous consoler en pensant à votre grande solidarité de destin avec les paysannes des campagnes africaines. Jocelyn, vous avez la parole. Ouais. Merci beaucoup Philippe. Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, s'exclama Paul Valéry face aux boucheries de la Première Guerre mondiale. Et ces temps de pandémie gérés à la française ont bien failli avoir raison de nous tous. Je me suis même demandé si nos institutions maçonniques tiendraient le coup malgré le couvre-feu de 18h. La fin du monde n'a pas eu lieu, me dit-on, et telle la guerre de Troie, elle n'aura pas lieu.
Certes, je me réjouis que nous retrouvions une activité presque normale, comme avant, comme aller au théâtre, aller au cinéma, en loge, voyager. Ça nous a manqué à tous. Si je suis heureux qu'il y ait moins de contamination chaque jour, encore qu'il paraît que ça bouge un peu dans les Landes, je ne suis pas sûr qu'il y ait de quoi se réjouir non plus. En fait, je crains que ce ne soit Houellebecq qui ait raison. Le monde d'après sera comme celui d'avant, mais en pire. On continue de surconsommer, de puiser dans les ressources et surtout de mal les répartir, ou de les vendre à la Chine. Cette course au profit à court terme sera catastrophique à moyen et long terme. Comme nous perdons nos savoir-faire, nos entreprises industrielles ferment au profit d'autres, localisées en des endroits moins regardants sur le droit du travail ou le devoir de préservation de l'environnement. Pas de fin du monde? Je ne suis pas sûr que ce soit l'avis de ceux qui ont perdu leur outil de travail, leur usine, leur entreprise, en ces temps de crise. Et le pire, c'est qu'on le savait. Ainsi, déjà dans les années 90, Pierre Bourdieu avait prévu les ravages que causeraient les décisions politiques orientées vers le profit à tout prix pour quelques-uns. Il avait anticipé les mouvements indigénistes, les révoltes des oubliés de la mondialisation, qu'on a appelées les gilets jaunes, et toutes les autres crises que nous traversons. Son œuvre est terrifiante de clarté, mais sa voix ne fut malheureusement qu'un cri dans le désert. Et pendant que nous glosons, des espèces disparaissent. Pour elles, il s'agirait plutôt de leur fin dans le monde. Mais avec la chute de la biodiversité, c'est notre fin à long terme que nous programmons. Hans Jonas avait énoncé dès les années 70, face au commencement de la prise de conscience des dégâts de l'industrialisation, son fameux principe responsabilité. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Or, de récents papiers issus du GIEC, ceux dont vous parliez tout à l'heure, Philippe, donc ils sont encore non officiels puisqu'il s'agit de versions de travail, pour un futur rapport à paraître en 2022. Oui, je crois qu'il y a eu des fuites, hein, c'est ça. Tout à fait. Des fuites organisées, bien sûr, oui, par oui, les complotistes. Voilà. Ah, ces francs-maçons qui sont partout. Non, j'ai rien dit. Calme-toi. Effectivement. Laisse-nous travailler en paix. Ça, c'était pour la fin. Non, En tout cas, d'après le GIEC, l'humanité n'est pas prête à endurer le changement brutal de conditions de vie à venir. En fait, nous sommes devenus la seule espèce vivante capable de jouer avec sa propre survivance. Le XXe siècle a vu l'émergence de la guerre moderne, les armes automatiques, les armes à longue portée, les armes aéroportées et bien sûr les gaz de combat. Le même siècle a vu l'avènement de ces deux singularités très puissantes que sont Auschwitz, ou plus largement la Shoah, et Hiroshima, donc l'arme nucléaire. Tout cela avait été décrit par Gunther Anders dans son Obsolescence de l'homme. Je me demande ce qu'Anders aurait pensé de maintenant, de la télé-réalité, des influenceurs, de l'écologie politique ou de l'Europe de Bruxelles. Bon, j'exagère, il n'y a pas que du mauvais à Bruxelles. Enfin, je suppose, je cherche encore. La gestion des crises récentes et les bourdes commises n'aide pas à penser autrement, il est vrai. Parlant de bourdes, le fondateur de l'aïkido, Morihei Ueshiba Wo-sensei, expliquait volontiers à ses élèves que l'échec était la clé du succès et que chaque erreur nous apprenait quelque chose. Avec les différents fiascos que nous avons contemplés en témoin impuissants ces 2 dernières années, nous devrions donc être des gens superbement instruits, n'est-ce pas? Je vous laisse méditer. La fin du monde n'aura pas lieu. La planète, la vie n'ont pas besoin de nous et se réinventeront sans l'humanité. Mais qu'en est-il de nous en tant que civilisation? Nous avons inventé des armes de destruction massive, l'arme nucléaire, l'arme bactériologique, les réseaux sociaux, les normes européennes et ce genre de choses. Des bouts de feu en mal de notoriété appellent à la croisade contre les Mahométans et réciproquement. D'autres encore appellent à se replier et prendre les armes. Ce sont ceux qu'on appelle les survivalistes. On pourrait se dire, c'est pas chez nous, c'est chez le voisin, que c'est une abstraction. Oui, bon, on va reparler peut-être des dégradations récentes de temples maçonniques, comme à Bourges, ou des projets d'attentats par des sympathisants de mouvements d'extrême droite. Cet attentat qui a été déjoué il y a presque un mois. Certes, nous goûtons une liberté presque retrouvée et très fragile, mais de sombres forces attendent le bon moment pour nous assaillir. Nous avons échappé à cette fin du monde, mais échapperons-nous à la prochaine ? La fin de notre monde n'a pas encore eu lieu, mais peut-être que pour que nous puissions continuer à vivre une vie digne d'être vécue, comme le dit Hans Jonas, il est peut-être temps d'en finir avec ce monde et de se donner les moyens d'en créer un autre plus juste, plus propre. Il y a eu un problème de son ? Non, pas du tout. Plus juste, plus propre. Plus juste, plus propre, avec une meilleure répartition des ressources. D'ailleurs, n'était-ce pas le projet de nos prédécesseurs, ceux-là même qui rêvaient de liberté, d'égalité et de fraternité, ceux qui se sont battus pour abolir l'esclavage, obtenir le droit de vote pour tous, ou le droit aux femmes de disposer de leur propre corps? Nos combats ont souvent été des combats d'avant-garde. Peut-être est-il temps de reprendre ces bonnes vieilles habitudes, d'où ces mots qui me viennent tout droit issus des cabinets de réflexion, vigilance et persévérance. Winter is coming, je vous embrasse. Merci Jocelyn.
un peu. Alors, Sofiane, Il y a un vous terrain vouliez qui nous parler bosse. du bonheur, mais que vient faire le bonheur avec la fin du monde, franchement? Eh bien, depuis tout à l'heure, je vous entends parler des difficultés de notre monde, du passé, du présent et peut-être du futur, des gens qui s'opposent et des gens qui ne s'aiment pas, qui se jugent. Mais je me dis que dans les circonstances actuelles, on peut constater que la fin du monde n'a pas eu lieu. Et dans ce monde si plein de raisons de ne plus croire, je préfère ne pas regarder le passé. Sûrement, il s'agit d'une façon d'éluder certains problèmes, graves parfois. Mais bon, pourquoi ? Ceux qui se posaient hier ne se poseront pas forcément demain. Alors, avec un peu d'optimisme, peut-être, je veux simplement penser au bonheur qui m'attend demain, et ça sera déjà pas mal. Bon, je sais que la mélodie que chacun retirera de ces mots sera pas aussi belle que celle qui est dans mon esprit, mais peut-être que ça sera quand même un son un peu doux, et je pense que c'est mieux que de penser à comment nous allons mal finir. Voilà. Merci pour ce bonheur annoncé. Donc à quoi travailler ? Quel temple construire en ce monde d'après ? Ou pourquoi recréer du temps pour qu'advienne la continuité du chemin ? Temps des marchés, temps du politique, temps de transport, temps d'attente, temps de cuisson, temps de gestation, temps de connexion. Jamais le temps n'aura été aussi présent, lui qui semble par ailleurs nous échapper et après lequel certains d'entre nous ne s'arrêtent de courir, tels des lapins blancs. Mais quel rapport avec le sujet de ce soir ? Me chuchote-t-on à l'oreille. Et on t'a dit architecture, bordel, pas horlogerie. T'es encore allé parler avec une coccinelle. Bref. Hein, d'abord. Je l'avais dit, hein, c'est l'homme qui parle de sa Il faut cesser. Pourtant, cette faille temporelle dans laquelle je vous pousse pour cette émission spéciale Fin du monde, F-A-I-M-S, pourrait être un chemin vers la porte du temple. Cette faille sur le fond de laquelle il est inscrit la formule qui réduit la vitesse de circulation de la monnaie. Formule indispensable pour qui part sur les traces de la mesure de nos humaines activités et souhaiterait de plus bâtir un temps, pour ne pas dire un temple, pour paraphraser le titre de l'ouvrage d'Abraham Joshua Heschel, que nos montres ne peuvent pas connaître, puisqu'elles y sont interdites, comme laissées dans un tiers-lieu, ce temps issu du sens et de la connexion aux autres. Un temps par lequel on ne saurait entrer sans rituel, un temps qui échappe à ceux qui se prétendent maîtres des horloges. M fois V égale P fois Y. On va prendre un petit peu de leçons de microéconomie monétaire non appliquées. Par cette formule, je dicte le niveau général des prix, fonction de la masse monétaire, mais aussi et surtout la vitesse de circulation de la monnaie qui, si elle avait été connue ou inventée au Moyen-Âge, aurait interdit la construction des cathédrales, car elle témoigne de la vitesse des échanges marchands et par conséquent de celle de la production, et je n'oserais dire de l'exploitation des ressources. Ce temps implacable d'un capitalisme, cette vitesse que l'on peut essayer, Gilles peut en témoigner, de ralentir le temps d'un songe, elle qui dicte sa loi de la concurrence, l'exclusion et de la non-reconnaissance, elle qui aurait dû être stable, mais que des mauvais génies de la finance ont réussi à accroître pour spéculer au millième de seconde, faisant au passage de cette unité la mesure de la vie, cette vitesse que l'on peut néanmoins ralentir en localisant les échanges, en faisant du social notre utilité, en recréant un temps propice à l'évasion et à l'élévation. L'architecte n'est certes pas horloger, mais n'est-ce pas là le temple de demain auquel nous devrions, entre autres choses, travailler et pour lequel nous devrions contribuer ? Ce temps de l'humain et du social, ce temps de l'accueil, le temps de l'autre et surtout le temps de l'éternité de la vie, celui qui sépare le profane du sacré, ce temps en dehors du temps, si grand et si lumineux qu'il faut un rituel pour l'accueillir et dont parle un grand nombre de textes et auquel se soumettait le roi Salomon lui-même. Un temps de la lenteur, un temps de la beauté, celui de l'étonnement et de la joie, de la nature écoutée,
du plancton et de l'araignée, un temps vieux comme le monde, fait de pierres, de vers et de lumière, et non de fibres et de données, un temps propice à la pérennité de l'être et non de l'avoir, un temps où la seule reconnaissance, renaître ensemble, fait de nous des partenaires en humanité, en liberté et en fraternité, un temps que nous nous devons sans doute de propager à l'extérieur du temple pour que l'infâme prophétie autoréalisatrice de la fin du monde et d'effondrement des identités dans laquelle on nous enferme n'advienne que sur les écrans et les chaînes d'infos en continu, pour qu'advienne la pérennité du monde et que l'on redécouvre la force de l'émergence, celle de la cathédrale temporelle de demain, à laquelle nous devons la gloire du travail. Qu'est-ce que vous êtes des scientifiques tous les deux dans le domaine du spatial et dans le domaine de la physique, puisque agrégé de physique et enseignant, et donc vous êtes des scientifiques. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que j'imagine que quand vous êtes avec vos amis ou avec votre famille ou avec des connaissances et qu'on parle de science, vous avez forcément à un moment donné des gens qui vous disent « Oh mais attends, la science c'est, je sais pas, la bombe atomique, la science c'est n'importe quoi, la science c'est la technologie, et la science nous amène au chaos, donc à la fin du monde. » Et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Marie? Les sciences aujourd'hui sont de ma perception, pas comprise, ou du moins la méthode scientifique n'est pas comprise, et c'est plutôt un rejet des sciences globales que je vois plutôt autour de moi, même dans un milieu scientifique, et c'est plus une inquiétude. Même chez les scientifiques? Même chez les scientifiques, sur ce qu'ils ne comprennent pas. Des ingénieurs peuvent refuser de se faire vacciner parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt d'un vaccin. Ce n'est pas ce que je recommande d'ailleurs dans mon propos, mais c'est ce que je... On s'en doutait un peu. Mais en tout cas, c'est ce que je peux percevoir, alors que la méthode scientifique devrait être connue de personnes qui ont pu en tout cas les étudier au moins quelque temps. Ce rejet des sciences me permet de voir surtout, en tout cas de comprendre une montée forte du complotisme. Et derrière cela, je vois surtout une baisse forte du pragmatisme. Qu'est-ce qui est réellement du fait? Qu'est-ce qui est de la perception? Ces montées du complotisme, c'est peut-être un peu banal de le dire, je l'ai vu beaucoup, énormément grandir avec des grossissements de regroupements d'idées anti-scientifiques principalement, anti-sciences en général, avec tous ces groupes fermés que l'on a pu voir pendant les périodes de confinement. Ces groupes fermés sont certes fermés sur des réseaux sociaux, mais ils sont surtout fermés d'un point de vue idée et fermés au débat, fermés aux idées des autres. J'ai un exemple qui m'a plutôt fait rire, peut-être par mon parcours. J'ai choisi cet exemple également parce que l'émission s'appelle 1, 2, 3 Soleil et que je suis peut-être une scientaliste. J'ai pris l'exemple des platistes. Il y a une expérience et un appel de fonds qui est en cours. Juste Marie, les platistes, c'est ceux qui pensent et qui... Pardon, que la Terre est plate. Que la Terre est plate. Que la Terre est plate. Alors en fait, ils savent que la Terre est plate, mais... Ils veulent le prouver. Et là, ils ont eu l'immense idée de vouloir faire un appel à cotisation pour faire un lancement d'un satellite pour prouver que la Terre est plate. Petit fait scientifique, peut-être banal, en tout cas banal mal pour certains d'entre nous autour de la table, c'est qu'en fait, pour envoyer un satellite en orbite, il doit tourner autour de la Terre qui est ronde. Donc, finalement, ça me fait... finalement, ils vont peut-être comprendre que la Terre qui devait être plate est ronde, et peut-être que finalement, ils sont aussi, eux, dans leur quête de vérité. Il faut les laisser faire. Ouais. Donc, allez-y. Je n'ai pas le lien et je ne pense pas vous le donner. Il sera sur le site de l'émission. Il ne sera pas trouvé. Igor nous le trouvera. Mais non, mais il faut cotiser pour qu'ils ils accèdent à la vérité, au contraire. Ça, c'est Thomas qui parle. Il va lancer une cagnotte pour pouvoir mettre des sous pour les aider à prouver on que... finit enfin avec le platisme. C'est Thomas Daquin, Thomas Daquin, oui. D'autres groupes
ont également, je trouve, fait leur apparition. Des groupes que l'on a pu voir qui sont généralement contre la recherche en général. On les voit aussi en collapsologie beaucoup sur les antinucléaires, pro-zadistes ou autres, mais en tout cas anti-nucléaires. Et là, dernièrement, on a vu avec les vaccins contre le Covid énormément d'antivax. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus. En tout cas, ils sont beaucoup plus visibles. Ils parlent très fort, mais ils ont peu de propos qui sont basés sur des recherches scientifiques et peu de propositions. Leurs approches sont beaucoup plus sur la peur, basée sur la peur de la recherche, peur du fait, peur de à peu près tout en fait, et peu de propositions concrètes. Et puis aussi sur le fait de mise en cause des scientifiques qui seraient payés par des labos pharmaceutiques, etc., etc. Donc pas forcément fiables et objectifs, puisqu'ils sont payés pour démontrer finalement quelque chose qui est déjà établi par le business, en fait. Hein, c'est ça. Hein. C'est vrai, ils sont payés. Alors oui, certains oui, soyons clairs, oui. Mais là, dans je vous rassure, Gilles, à l'INSERM et au CNRS, ils sont payés que dalle. Hein. Okay. Cette place de la peur finalement, cette place de la recherche ou même d'un complot quel qu'il soit. Allez, juste pour exemple, dans une assemblée générale, essayer de comprendre si deux personnes dans la même assemblée générale d'un immeuble arrivent à se mettre d'accord, on comprendra qu'un complot n'est pas faisable. Mais bon, c'est une aparté qui n'a pas de lien avec les sciences. Mais c'est par exemple, je dis souvent, quand les gens pensent que les francs-maçons sont complotistes et veulent détruire tel monde pour en fabriquer un autre, je leur ai dit, écoutez, venez voir dans les loges le temps qu'on met pour trouver une date pour faire un banquet familial et vous verrez qu'on est quand même très très loin de détruire et d'aller vers la fin du monde. J'ai complètement déconcentré Marie qui en fait se remémorait des trucs et dit oh là oui c'est pas. Non mais je pense que tout le monde a beaucoup plus d'exemples. Mais en tout cas je repars sur ma peur, la place de la peur qui est peut-être un peu moins palpitante qu'un banquet d'ordre. Ça clairement, dépend. Ça dépend. La peur d'un banquet d'ordre est beaucoup moins connue. Mais cette place de la peur, c'est une approche que je perçois également comme que des approches qui sont très extrémistes où seulement le point de vue extrême existe et le seul qui pourrait être entendu. Un peu plus tôt dans l'émission ou dans d'autres émissions précédemment cette semaine, on a pu entendre parler du rapport du GIEC. Donc le GIEC a pu présenter des éléments scientifiques et c'est intéressant d'écouter la science. La question qui se pose derrière, c'est que le propos est alarmiste, basé sur des faits scientifiques et des extrapolations. Est-ce qu'on doit écouter la science et les faits? Est-ce qu'on doit regarder les interprétations? Et là-dessus, mon propos est plus, cette place de la peur fait une différence forte entre les faits et les fantasmes, entre la réalité et les risques de catastrophe, cette confusion finalement que l'on peut voir entre les connaissances et la vérité. Le doute, et c'est un élément classique de la démarche scientifique, est forcément moteur de toute quête, mais cependant il ne doit pas nous empêcher d'aller dans quelles que soient les actions, et ça peut être entre autres la recherche scientifique, ce doute est le moteur, mais qui doit nous permettre, il faut bien sûr le garder, et il doit nous amener vers cette quête de vérité perpétuelle que nous connaissons, j'espère tous bien. Mon propos et mon inquiétude finalement face à ce manque de culture scientifique et ce manque peut-être également de méthode derrière nous amène vers des politiques plus complotistes, extrémistes ou en tout cas des politiques basées sur cette peur en général et finalement ce rejet des sciences est pour moi une inquiétude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le doute, effectivement, c'est le principe de la méthode scientifique. Effectivement, si on ne doutait pas, on ne construirait pas de science, puisque la science se construit en remettant en question des théories qui sont déjà établies, et donc on les remet en cause, et si on ne doute pas, la science s'arrête, on ne fait plus de science. Donc effectivement, tu as complètement raison. En fait, douter, ça fait partie de la science. Et voilà.
Crève, sale pute, quand je vais trouver ton adresse, je vais venir t'égorger de mes propres mains. Tu vas bouffer tes entrailles et celles de ta mère, sale chienne. T'as aucun respect, on va te crever, pétasse, on va rigoler. Quand je vais venir te violer, tu vas implorer Dieu et tu vas la sentir, ma grosse bite, te sortir par les yeux, connasse, pétasse, poufiasse. J'ai hâte que tu meurs, je veux t'entendre couiner comme une truie. Tu vois mon couteau, tu vas le sentir sur ta gorge, je vais te découper et quand tu seras mort, je vais te violer, sale lesbienne, ta mère va se le prendre dans le cul. On va tous lui passer dessus, on va te brûler à l'acide, d'abord le visage, puis les seins, on va t'égorger, sale pute, on va t'enterrer vivante, te massacrer, on va te retrouver, on va te tuer, tu vas souffrir. Avant de mourir, c'est qu'une question de temps avant qu'on te retrouve. Voilà comment commence le livre que vient de publier Mila aux éditions Grasset. Ça s'appelle « Je suis le prix de votre liberté ». Et pour Mila, effectivement, c'est, je ne sais pas si c'est la fin du monde, en tout cas, ça a été la fin de son monde d'adolescence. Et elle le dit très bien dans ce petit livre qui est assez étonnant. Alors au départ, je me suis dit, cette affaire Mila, voilà qui va faire l'objet d'une bonne chronique. Je vais faire le buzz, je vais reprendre ici, là où les textes de son avocat, maître Richard Malka, les propos de Caroline Fourès, des extraits des communiqués de presse de la GLMF, du Géo et de la Grande Loge féminine de France. Bon, j'ai bien cherché côté Grande Loge de France, mais j'ai rien trouvé. Hein. Alors, quelques déclarations honteuses, comme celle de Ségolène Royal, qui parle d'une adolescente qui manque de respect, ou du délégué général du Conseil français du culte musulman, qui assure qu'elle l'a bien cherché, et auquel j'ajouterais ce qu'il ne dit pas, c'est-à-dire qu'elle l'a bien cherché, voire encore qu'elle récolte ce qu'elle a semé, bref, qu'elle mérite une bonne correction, même si le mot n'a pas été lâché. Et puis, je me suis dit que je n'allais rien ajouter de plus, alors j'ai acheté son livre. Oui, Mila, du haut de ses 18 ans, cette jeune fille qui pourrait être l'enfant déluré de la famille, celle qui s'habille bizarre, qui fréquente des mecs et des nanas un peu déjantés, qui poste des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux, qui se met en scène avec des maquillages extravagants et des vêtements qu'il doit déclencher chez ses parents. Mais tu vas tout de même pas sortir comme ça. Eh bien oui, cette jeune fille a écrit un livre. Le livre s'appelle « Je suis le prix de votre liberté » et il est publié chez Grasset. Le livre de Mila, dont les plus méchants disent que ce n'est pas elle qui l'a écrit, alors on s'en fout. J'en connais d'autres, moi, des auteurs et des plus célèbres qui n'ont pas écrit leur livre. Tiens, d'ailleurs, le nègre, bon, je vais pas en parler parce qu'il faut quand même respecter les secrets du métier. Enfin, Mila, elle a écrit un livre très court qu'il faut lire et bien sûr acheter avant de le lire parce que c'est important, je pense. Moi, je souhaiterais que ce livre il soit épuisé et qu'il faille le retirer. C'est pas grand-chose, hein, c'est un petit livre qui fait quelques pages. Vous voyez, c'est écrit gros. Elle a écrit ça comme on écrit dans un blog. Hein, c'est écrit à la volée. Et c'est vraiment à la fois effrayant. Hein, je viens de vous lire la première page. Et je l'ai fini cette nuit et je me suis dit que plutôt que de raconter des trucs sur la liberté d'expression, le droit au blasphème, de vilipender les réseaux sociaux, de montrer du doigt ceux et celles qui n'ont rien dit publiquement, les féministes, mais pas toutes, les associations LGBT, mais pas tous ceux qui hurlent quand Alice Coffin, élue au Conseil de Paris, se fait critiquer parce qu'elle se sent harcelée par un homme. Ah, quelle horreur! Un homme qui ose lui offrir des fleurs. J'aurais pu aussi parler de cette jeunesse abandonnée, perdue, sans valeur, qui ne vote pas, qui vit dans un monde virtuel qui nous est inaccessible et que l'on tourne en ridicule sans chercher à le comprendre. Nous les boomers, eh oui, nous les boomers. Mais bon, comme je sais que mes chroniques ont autant d'impact sur l'opinion publique que les communiqués de presse des obédiences qui sont là pour faire plaisir à ceux peu nombreux qui les lisent ou les écoutent, et pire, ceux qui les écrivent, je vais donc m'abstenir pour plutôt faire le porte-parole de Mila et lire des extraits. Ah oui, bah écoute, bon voilà, c'est comme ça. Mais tout d'abord, pour ceux et celles qui se demandent encore, mais c'est qui Mila ? C'est qui Mila ? Est-ce que c'est pas cet enfant qui a été enlevé par le complotiste Rémi Daillet avec sa... Ah mais non, ma sœur, mais non, mon frère, tu confonds avec Mia. Pas confondre Mia et Mila, c'est deux choses différentes. Alors, rappelons les faits et l'enchaînement des événements. Ah, c'est tout bête, hein. Ça commence par une petite discorde entre adolescents sur les réseaux sociaux. Alors, nous, les vieux, ça fait bien de lurette qu'on n'a pas de petite discorde entre adolescents avec les réseaux sociaux, mais peut-être les plus jeunes, eux, ils passent leur temps à discuter comme ça sur... Alors, Mila, elle a 16 ans à l'époque, donc ça fait 2 ans, et elle échange avec une vingtaine de jeunes sur Instagram. Ils discutent sur leurs préférences sexuelles, et quand Mila dit qu'elle préfère les femmes aux hommes, elle se voit critiquée et insultée par de jeunes musulmans qui considèrent que l'homosexualité n'est pas acceptable au nom de leur religion. Mila, 16 ans, leur répond par un « Ton Dieu, Allah, je lui mets un doigt dans le cul ». Bref, rien de bien terrible, hein, finalement. Bon, on en a vu d'autres.
Enfin, je sais pas. Bon, bien terrible à ce niveau, et cela aurait dû rester là. Ça aurait dû rester dans ce petit univers d'Instagram sans vraiment d'intérêt. Mais le passage de cette conversation, qui a été filmée, bien sûr, parce que ça se passe en visio, cette conversation privée, ce passage, cet extrait, a été diffusé par un internaute sur les réseaux sociaux. Et là, c'est l'emballement. Là, c'est l'emballement, c'est le tort en insulte, c'est des centaines et des centaines de milliers de menaces de mort, sous couvert, bien sûr, d'anonymat. Les chiens sont lâchés. Alors, le livre de Mila commence par un florilège. Bon, le mot est mal choisi. Florilège des menaces qu'elle a reçues. Je viens de vous les lire et effectivement, c'est pas. Enfin voilà, c'est ça. Et je pense qu'elle en a reçu une certaine quantité. Alors, Mila, exclue de l'école, menacée de mort, protégée 24 heures sur 24, confinée encore et encore pendant longtemps. Souvenons-nous de Salman Rushdie, pour les plus anciens, et son indigeste verset satanique, qui lui ont valu d'être menacé de mort par des islamistes. Bien sûr, qui n'avaient pas lu le livre. Le livre est sorti en 1989 et c'est seulement en 1998 que le gouvernement iranien annonce officiellement son renoncement à accomplir la fatwa, mais déclare qu'elle ne pourrait être annulée selon la loi islamique. Bon, peut-être un jour, Salman Rushdie, qui fort heureusement est encore en vie, se fera assassiner par un type qui se rappelle qu'en 1989, il y a un livre qui est sorti et qui disait des trucs d'ailleurs qu'il ne comprend pas lui-même. Et le livre de Mila n'est pas un livre militant. Et pourtant, à 18 ans, Mila, malgré elle, se retrouve projetée comme un symbole de la liberté de penser, la liberté d'expression et le droit au blasphème. Alors on pense à l'affaire Calas, au Chevalier de la Barre, à Louise Michel, à Olympe de Gouges. Et puis, Mila, elle écrit la chose suivante. Elle dit « Malgré moi, je porte sur mes épaules le combat qu'un pays entier devra mener, celui de la liberté d'expression. Devoir supporter un tel poids à mon âge, c'est révoltant. Je suis abandonnée par une nation fragile et lâche. » Et Mila, elle se décrit de la façon suivante. Elle dit « Je suis une jeune femme libre, extravertie, confiante, avec du caractère. J'aime m'habiller de manière légère. Je suis le genre de femme que détestent ceux qui veulent ma mort. Dès le début de mon adolescence, j'ai donc été, pour le simple fait d'être qui je suis, régulièrement insultée et moquée au nom de l'islam, que ce soit dans la rue ou sur Internet. » Mais Mila, c'est surtout une jeune femme, et on le trouve vraiment presque au travers de toutes les lignes de son livre. C'est une jeune femme éprise de liberté et d'amour. Elle écrit « Dehors, le cœur du monde bat, le mien est mis en pause. » Plus loin, toujours dans son livre, Mila poursuit. J'ai dû changer de couleur de cheveux pour qu'on ne puisse pas me reconnaître. Je suis passé d'un violet clair à un châtain foncé. J'ai même commandé des vêtements sur Internet dans un style différent. Je ne savais absolument pas comment gérer cette pression. Je devenais un symbole aux yeux de tous. J'étais dépassée. Et pourtant, elle est très lucide aussi sur sa génération. Elle écrit plus loin dans son livre « Je fais partie d'une génération qui adore cibler les proies sur lesquelles elle va pouvoir se déchaîner. Il se trouve que je suis ce souffre-douleur depuis plus d'1 an. C'est une mécanique d'attraction et de répulsion. Certains continuent à me suivre, à guetter le moindre de mes mouvements. C'est une obsession, un engrenage de haine. Je sais pertinemment que cette affaire leur a donné à penser qu'ils ne risquent rien à s'en prendre à une fille comme moi, impuissante, jeune et maladroite. Je suis la personne qu'ils adorent détester. Je suis la personne qu'ils adorent détester. » Son constat, elle le fait dans la suite de son livre, son constat sur sa vie. À 18 ans, elle pleure beaucoup. Elle se dit qu'elle a fait le deuil de celle qu'elle a été. Elle écrit « Je n'ai jamais pu dire adieu à Mila, la jeune fille radieuse et insouciante. Parler de moi à la 3e personne peut vous paraître stupide, mais ça a plus de sens que vous ne le pensiez. Elle et moi avons grandi dans le même corps, puis nous avons été brutalement séparés. » Après l'assassinat du professeur Samuel Paty, elle écrit la chose suivante. « Après l'assassinat de Samuel Paty, je me suis mise à recevoir de nouvelles menaces, des vidéos, des images de la décapitation de Samuel Paty, avec mon visage incrusté en photomontage. C'était insoutenable. J'ai fait remonter ces images aux enquêteurs, mais je n'avais plus la même force. Lorsque ma mère, qui gère la surveillance des messages publics, me questionne pour savoir quelles nouvelles menaces j'ai reçues par message privé, il m'est arrivé de lui dire que je n'en avais pas reçu de nouvelles. Parfois, je ne peux plus ouvrir ces messages, je ne peux plus les lire, je ne peux plus en parler. Le message reste vicieusement tapi dans un coin du circuit électronique de mon téléphone. Il ne peut pas encore m'éclabousser de sa haine, il ne peut pas transpercer mon âme. » Voilà, j'ai fini. Je tenais quand même à lire ces quelques extraits. Ce livre, il est assez étonnant. Vous voyez, pour ceux qui sont autour de la table, c'est un tout petit bouquin, ça se lit très vite. Je vous encourage à l'acheter et à le lire, parce que ça donne une image
d'une certaine forme de jeunesse d'aujourd'hui, qu'on a du mal, nous, les plus anciens, mais même peut-être les plus jeunes autour de cette table, parce que je vous rappelle, les plus jeunes autour de cette table, que vous n'avez plus 18 ans, on a du mal à comprendre comment ça peut fonctionner dans la tête des jeunes de 17, 16, 17, 18 ans, et comment ils sont abreuvés d'informations, en particulier par les réseaux sociaux, et comment ils se sentent protégés pour arriver à condamner quasiment à mort une jeune fille qui finalement n'a pas fait grand-chose, parce qu'un doigt dans le cul, ça n'a jamais tué personne. Oui, non, je croyais que tu allais me lancer, en fait. Ah bah je te lance, vas-y. Non, oui, j'aime bien quand tu me lances. Donc merci pour cette chronique top, Philippe. Comme je t'ai lancé, maintenant je te dénonce. Et comme nous avons le plaisir d'avoir accueilli sous la pluie, ayant bravé pluie, bourrasque, neige et grêle pendant Tu veux dire qu'il pleut, que nous sommes plus à couvert, peut-être? Il pleut. Sortez les parapluies. Il pleut mortellement. Et donc, un Philippe chasse l'autre. Et donc, nous avons le plaisir et la joie d'avoir accueilli Philippe Foussier, entre-temps, qui a écouté religieusement ta chronique. Religieusement, il y a le terme, je crois. Votre chronique. Bien choisi. Pardon. Et donc, je sais que Philippe Foussier a écrit sur Mila. Donc, Philippe Foussier, c'est à vous. Non, après. Non, oui. Je crois que Philippe a eu raison d'évoquer à la fois le passé récent avec une géographie éloignée, c'est-à-dire Salman Rushdie, parce que quand on a découvert cette affaire de Rushdie en 89, c'était pour nous très loin, ça nous semblait à des milliers de kilomètres cette histoire. On se disait, mais enfin, comment est-il possible qu'un homme qui a écrit un livre, qui peut être discutable, qui peut être contestable, qui peut être contesté, soit soumis à une peine de mort virtuelle, mais évidemment que ceux qui voulaient l'assassiner auraient bien aimé mettre à exécution. Et depuis ce temps-là, depuis plus de 30 ans, Salman Rushdie a été obligé de s'exiler, il vit sous protection permanente en Angleterre, et puis il y en a des dizaines comme lui. Il y a eu Taslima Nasrin, il y a eu... enfin bref, il y en a tellement. Ça nous paraissait encore une fois, très loin. Maintenant, ça se passe chez nous. C'est-à-dire que ce phénomène qu'on croyait disparu dans l'histoire, je crois que Philippe a bien fait aussi d'évoquer l'affaire Calas ou l'affaire du Chevalier de la Barre ou Sirvin, ces moments de l'histoire de France pendant lesquels on a vu des hommes être accusés de ne pas plaire à la religion dominante, à être irrévérencieux pour ce qui concernait le Chevalier de la Barre. Il y a eu des combats qui ont été menés pour que ces personnes soient réhabilitées, pour celles qui l'ont payé de leur vie. Et en 1791, en France, on a aboli ce délit de blasphème. C'est-à-dire que depuis 1791, eh bien, on était libéré du risque de payer de sa vie l'irrévérence à l'égard d'une idéologie religieuse. Ça avait été confirmé par le droit de la presse en 1881, mais enfin, 1791 a posé ces bases-là. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est terrible parce que ça nous replonge dans le monde d'avant 1791. C'est-à-dire qu'on fait un bond de 250 ans en arrière. Donc c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et de la même manière qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour défendre le Chevalier de la Barre, ou Calas ou Sirvin à l'époque, bien sûr ça a été des combats de Voltaire, auxquels Voltaire s'est identifié. Oui, mais il n'y en avait pas tant que ça, des écrivains, des intellectuels, bon. Et aujourd'hui, on a l'impression, alors évidemment, il y a un certain nombre de gens, de mouvements, d'associations qui soutiennent Mila, mais il y en a beaucoup qui détournent le regard. Ils se disent que, ma foi, s'ils ne sont pas concernés, on continue notre petite vie tranquille. Et puis, il y en a aussi un certain nombre qui donnent raison aux harceleurs, à ceux qui voudraient qu'elles payent d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça est tragique parce que ça nous replonge dans un monde ancien qu'on croyait
qu'on croyait loin de nous, et géographiquement et historiquement. Et donc, ça nous fait prendre aussi la mesure de ce recul que nous avons finalement laissé s'étendre, cette emprise se propager dans notre société. Et donc, ça doit nous inciter à évidemment, on n'est pas obligé de partager les excès de vocabulaire de Mila, mais ça doit nous conduire à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous vivons, non pas en droit, mais de facto, sous l'emprise du délit de blasphème. Ça veut dire que des gens qui sont considérés comme irrévérencieux à l'égard d'une idéologie religieuse, peuvent le payer de leur vie, en France même. Voilà ce que ça nous raconte de notre société. Et de ce point de vue, je dois dire que c'est singulièrement préoccupant. Jean-Pierre. Oui, je voulais dire simplement, effectivement, en application de ce que vient de dire Philippe, on a un personnage tout à fait type sur le blasphème, dont on ne cite jamais l'histoire, c'est le marquis de Sade. Le marquis de Sade passe sa vie entière en prison, non pas pour un délit quelconque, il n'y en a jamais eu aucun dans sa vie, mais pour un délit d'écriture, de fantasme, et essentiellement de fantasmes religieux. Sade passe une vie en prison, non pas pour ses excès sexuels que tout le monde commettait à son temps, mais parce qu'il l'a associé effectivement à la religion, etc., etc. Et donc on a un homme qui passe une vie entière en prison, et pour un doigt dans le cul, je dirais exactement comme cette jeune fille. C'est cher payé. C'est un peu cher payé, effectivement. En tout cas, moi j'en ai 10 à sa disposition. Igor. Oui, moi comment Oui, comment Non, je pense que j'ai lu, parce que tu l'avais publié aussi sur on se vous voit dans cette émission, cher Igor. Donc, vous aviez publié s'il vous plaît, Igor. La première page du livre sur Facebook. Et en fait, je me disais que les menaces, à mon sens, n'ont pas grand-chose de religieuse directement. Et ça m'interpelle à plus d'un titre. Parce qu'en fait, je pense qu'on veut... Je pense que ça a beaucoup plus à faire avec justement cette forme de confusion du sacré, de l'identité et donc du vivant, qui est à l'heure actuelle, dont l'islamisme n'a malheureusement pas le monopole. C'est-à-dire que moi, je peux lire des propos, alors qui ne sont pas de la même violence, mais quand on parle de gens qui sont véganes contre ceux qui mangent de la viande ou l'inverse, on est sur des propos d'une violence extrêmement radicale. Et donc, moi, je me dis que j'appelle ça à titre personnel, c'est encore une hypothèse que je pose. Ça ne dédouane en strictement rien les idéologies religieuses, etc. Voilà. Et entre parenthèses, je défais un tout petit peu ça je me permets de défaire de Salman Rushdie, parce que Salman Rushdie, c'est édité par un État qui est très clairement une théocratie qui a des besoins de légitimité dans un contexte extrêmement particulier. Là, on n'a pas affaire à un État, on a affaire à des gens qui réagissent aux propos de manière extrêmement violente. Donc on croit qu'on a affaire à un groupe, mais en fait, ils sont identitairement alliés, parce qu'effectivement, ça les atteint dans leur vivant. Donc moi, je trouve ce que je veux dire, je le trouve encore plus dangereux que l'idéologie elle-même. Je pense qu'ils seront profondément atteints dans leur état d'être vivant, parce qu'il y a cette confusion profonde chez toute une partie des gens entre je fais, je crois, je suis, et donc l'autre, cet être qui s'exprime là, m'atteint en tant qu'être vivant. Là où c'est un tout petit problème, c'est que ce sont les propos de Goebbels et d'Himmler vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire qu'ils sont profondément persuadés que les Juifs vont les massacrer. Sinon, ça n'explique strictement rien le fait qu'on puisse faire du baltrap avec des enfants en Biélorussie, avec des bébés. Enfin, vous lirez les textes. Non, on lira pas. Non, faut pas. Qui vont bien. Donc en fait, on en est là. C'est-à-dire que c'est ça. Je ne sais pas si ça a à voir ou pas avec l'islam ou l'islamisme. Je pense que c'est encore plus grave, en fait. C'est ça le sujet. Parce que ce dont il la menace n'a rien de religieux. Genre le viol comme arme de guerre,
quand on lit les témoignages de femmes au Centrafrique ou autres qui sont violées parce que femmes, parce qu'il faut aller détruire la femme en tant que telle, parce que pilier de la structure sociale, violée par des gamins de 15 ans, c'est la même... le parallèle est là. Donc en fait, je pense que c'est absolument catastrophique. Et malheureusement, je pense que c'est encore pire que l'impression qu'on en a. Je serais rassuré si c'était de l'idéologie religieuse, en fait, comparable à, ou en tout cas comme Calas, ou si c'était l'Église, il n'y a pas de clergé musulman, donc c'est compliqué. C'est-à-dire si les menaces consistaient à dire qu'elle est damnée pour l'éternité, c'est ça, voilà. Finalement, ça peut être une violence si on y croit. C'est ça. Comme disait on est au-delà du blasphème, sur en la fait. fin du monde des chrétiens. Alex. Oui, moi je suis très mal à l'aise par rapport à l'histoire de Mila, mais parce que je la plains en fait. Et pour revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit, il n'y a pas quelque chose d'État derrière, mais on a quand même déploré le silence des hauts placés, le silence de manière générale des personnes qui peuvent prendre la parole justement pour la défendre. Mais, et je ne vais pas forcément revenir sur tout ce que tu as dit, sur tout ce que vous avez dit, Igor, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites en fait, mais c'est du cyberharcèlement. Et ça aussi, c'est quelque chose de totalement différent par rapport aux choses beaucoup plus institutionnalisées qu'on avait pu connaître auparavant. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément l'argument religieux qui vient dans les menaces, etc., mais on peut envisager malgré tout quand même une certaine influence de derrière qui finalement manipule ceux qui éventuellement pourraient venir menacer Mila. Très certainement. Ce serait intéressant de faire en fait une sociologie des cyberharceleurs de Mila en fait. Enfin, d'où viennent-ils, qui sont-ils, quel âge ont-ils, et voilà. Il y a des choses, je pense, qui peuvent être révélées. Donc voilà, en fait, je déplore. On a parlé de la femme tout à l'heure, on a parlé du féminisme, on a fait, il y a eu une chronique un petit peu là-dessus dans le cadre de la fin du monde. Où sont les féministes par rapport à la situation de Mila? Je pose la question et je la repose encore maintenant et voilà, donc pourquoi il y a un silence autour de sa situation? Jocelyn. Moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que l'affaire Mila, donc même si je trouve absolument immonde le comportement de harcèlement, quel qu'il soit, mais j'aimerais quand même rappeler, peut-être pour les plus jeunes, que l'islamisme n'a pas le privilège de tuer en France. J'aimerais rappeler quand même que dans les années 80, des mouvements intégristes chrétiens religieux ont fait sauter des cinémas qui ont eu l'outrecuidance de diffuser le très bon film de Scorsese, donc La dernière tentation du Christ. Film que je vous encourage à visionner juste pour enquiquiner les religieux de tout poil. Mais de manière plus générale, je pense, quand j'entends les propos et je lis les propos, et pour répondre à mon camarade Alex, je l'invite à lire le suivi de ce procès dans Charlie Hebdo, qui a commencé à esquisser un portrait sociologique des harceleurs. Pas très beau d'ailleurs le portrait. Mais bon, c'est une réalité. Et je me demande si dans le fond, pour reprendre ce que disait donc notre camarade Marie, on n'a pas un gros problème de croyance qui supplante la connaissance. Et quand la croyance supplante la connaissance sans aucune rationalité et sans les outils de l'analyse scientifique, ça ne devient pas de l'intégrisme et qui permet en fait de justifier la violence. Puisque là, il y a tout un phénomène de violence qui existe, on se dit victime, donc on justifie la violence. C'est une question qui doit être débattue, je pense. Et on doit vraiment s'y pencher, surtout nous, les maçons. Gilles ? Oui. Sans vouloir recommencer une émission, Mila, parce que je pense qu'on pourrait en faire une, mais en ayant préparé un peu le travail. Mais on a préparé, Gilles, je te rappelle quand même un peu l'émission, non ? Oui, non, toi tu as préparé, mais ensuite on réagit. Mais c'est bien aussi les réactions, parce qu'on sent les différentes approches, les différentes cultures, c'est intéressant aussi. Mais bon, il est 22h40. Oui, je vais quand même pas en rajouter une couche, mais je voulais intervenir sur Mila. Parce que la grosse différence quand même avec pas mal d'autres sujets qui nous interpellent et qui nous ont interrogés, c'est que contrairement par exemple à Charlie, à tout ça, elle est encore vivante. Ah oui. Voilà. Comme Salman Rushdie est vivant. Mais Salman Rushdie, c'est un adulte. C'est un adulte qui a sa vie derrière lui. Mila, c'est une adolescente
dont on a tué la fin de l'adolescence pour la plonger dans la terreur. Et elle est vivante, elle est en France, comme le disait Philippe Foussier tout à l'heure. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, une jeune fille en France ne puisse pas vivre comme elle l'entend et s'exprimer comme elle l'entend, raconter les conneries qu'elle veut, sous prétexte qu'elle a mis un doigt dans le cul. Enfin, elle n'a pas mis, elle a dit qu'elle elle n'a pas mis, voilà. Et on ne va pas discuter pendant des heures sur le fait qu'elle ait peut-être mis ou pas. Et ça, moi... Adieu, parce que... Moi, sans vouloir réfléchir longuement, parce que je pense qu'il n'y a pas à réfléchir, je trouve ça inacceptable, quoi, qu'une jeune fille, aujourd'hui, ça pourrait être notre fille, on a tous plus ou moins l'âge d'avoir des enfants, hein. C'est quand même incroyable, c'est inadmissible. Et moi, quand je vois, je fais un peu de politique, hein, et je suis dans des boucles de plusieurs partis parce que je suis pluripartite. Je me fais insulter quand je prends la défense de Mila parfois. Et on me dit, ouais, quand même, elle profite du fait qu'elle est en procès actuellement pour en sortir de plus belle parce qu'elle sait qu'elle est protégée. Mais c'est quoi ce putain de bordel, quoi? On est en France, on a le droit de dire ce qu'on veut. On peut insulter Allah, on peut dire sur ce qu'on veut. Et quand on est une adolescente, on a le droit de vivre la vie qu'on a envie, ou qu'on n'a pas envie, ou qu'on n'a pas choisi. On s'en fout, quoi. On a le droit de vivre, tout simplement. Donc moi, j'aimerais bien que tout le monde se bouge un peu et se mette autour d'elle, quoi, qu'on la laisse vivre. Voilà. Tout simplement. Et il faut rappeler qu'on a, il y a quelque temps, invité l'imam de Drancy, imam Chalgoumi, ici même, hein, dans ces lieux. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'arrive pas seul. Hein, il n'arrive pas, comme nous, par le métro, tranquillement, avec sa petite mallette. Il est arrivé avec 2 voitures blindées, avec des gars avec des mitraillettes. Il portait un gilet pare-balles. Il est venu, non pas assister à l'émission pendant 2 heures, comme c'était prévu, mais il est resté 20 minutes parce que quand on est en surveillance policière, on sait qu'au bout de 20 minutes, il y a des risques. Donc, on doit quitter le lieu. Il va dormir on ne sait pas où et sa femme et ses enfants sont quelque part à l'étranger protégés. Tout ça parce que c'est un imam qui, paraît-il, n'est pas imam, selon les vrais imams, entre guillemets, et parce que c'est un homme qui fréquente d'autres gens, d'autres religions et qui est justement, pour une certaine vision de l'islam. Et je ne sais pas si, évidemment, vous êtes sur Facebook, essayez d'aller voir les propos de l'imam Chalgoumi sur Facebook. Il se met en scène dans des lieux, il prend la parole, et regardez les commentaires. Voilà. Et vous verrez qu'il faut un sacré courage quand même pour vivre comme ça, toute sa vie, parce qu'il est bien parti pour vivre une bonne partie de sa vie comme ça, quoi.